Coloscopie, Edgar Yves. Laurent Baffy. Edgar Yves, bonjour. Bonjour Laurent Baffy. Tu es le comique qui monte. Tu es devenu, avec une grande notoriété en très peu de temps. Ton fait d'arme principal, c'est d'avoir envoyé chier Bolloré. C'est d'avoir fait un sketch sur Vincent Bolloré sur C8 dans une émission de Cyril Hanouna. C'est un peu le truc qui a fait parler. Ouais, bon, j'espère quand même que on me connaît plus pour mon talent. Je suis pas mal, hein. T'as oublié de dire ça, hein. Ça l'enculé. Je crois pas. À ce jour, je crois pas. Alors, il y a un truc qui est quand même étonnant. C'est que tu aspires à devenir le comique numéro 1 en France et tu dis ceux à qui ça plaît pas, je les emmerde. Bah, j'aimerais être, en tout cas, cité parmi les plus doués. Quand tu dis que tu veux devenir le meilleur, les gens, ils le prennent personnellement. Ils ont l'impression que c'est eux que t'agresses en particulier. Alors qu'en vrai, c'est une façon de se doper, de se motiver. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te dis ça, t'es obligé de te lever le matin, d'écrire, de t'entretenir, de faire du sport, de jouer, de machin. Je veux atteindre mon plein potentiel. Donc oui, je me dis, ouais, je veux être le meilleur. C'est dommage qu'en France, les gens, ils le prennent personnellement. Mais bon, en vrai, je m'en bats les couilles. Mais comment tu peux atteindre ton plein potentiel quand tu es en devenir, ce qui est ton cas encore, ouais. Et que tu as un rendez-vous, une interview avec un personnage majeur du paysage audiovisuel, humoristique français, et tu oublies ce rendez-vous? Alors, tu as complètement raison. C'est vrai que j'ai oublié ce rendez-vous. Et comment c'est possible? Bah, je l'ai pas noté. C'est vrai. C'est une erreur de ma part. Sur ça, je suis critiquable. C'est vrai. Mais c'est pas que t'es critiquable. C'est scandaleux. Qu'on peut signer ta fin de carrière. Ouais, après, t'abuses un peu. Non, mais nous, les vieux, les darons, on peut décider que tu ne mérites pas de jouer dans la cour des grands. Ouais, mais en fait, c'est pas vous qui décidez si je vais dans la cour des grands ou pas. Vous, je vous emmerde aussi au passage. Par contre, je crois que t'as oublié ça. Vous aussi, je vous chie dessus. On va faire un petit exercice. Ouais. Regarde-moi. Baisse les yeux. C'est du génie ce qu'il propose, ce mec. Baisse les yeux. Non, mais ce que tu dis est pas juste. C'est comme si tu penses que devenir quelqu'un dépend de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce qu'on vous a mis en tête dans votre génération. Arrête de pointer du doigt. Ah, j'ai l'habitude de faire ce que je veux. Mais par contre, devenir quelqu'un, c'est juste poster du contenu, être bon, toucher le public. C'est pas, et d'ailleurs, c'est souvenir des rendez-vous. Ouais, par contre, ça, c'est vrai, et je m'excuse. J'ai été en retard, machin, ça, c'est vrai. Mais après, il faut séparer les deux discours, quoi. J'attends tes excuses. Je m'excuse. En tout cas, je te les présente. Mes excuses. Pour être arrivé en retard. Et pour pas m'être rappelé du rendez-vous. Je les accepte. Je te remercie. À une condition. Ah, après, tu forces, hein. Non, je voudrais juste que tu mettes un genou à terre. Alors là, par contre, va bien te faire enculer. Encore le blanc qui veut mettre le noir à genoux, putain. Le mec qui va dans un boulevard. Non, il n'y avait pas de connotation raciste. Ouais, mais je l'ai trouvé, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le vieux qui veut éduquer. Dans la mode de la victime, là. Qui veut éduquer le débutant, le gougnafier, le mec qui note pas ses rendez-vous. Tu joues sur scène, toi? Ouais. T'as déjà fait un peu de genre de seul en scène, faire rire les gens? Ah, je parle pas de pièces, hein. T'es déjà monté sur scène, faire des blagues, faire un spectacle? Tu t'intéresses pas aux stars, en fait? Non, pas trop. Non. Je m'intéresse qu'à moi, je t'ai dit. Ouais. Ce qui est pas clair dans l'histoire. Bah oui, je tourne avec mon one-man show en ce moment. Et alors? Bah alors, je triomphe partout où je passe. T'as pas la télé ou quoi? Tu passes à la télé, toi? Mais non, mais je veux dire, on t'a pas d'amis, on te parle pas de... Non, ma mère est fan de toi. D'accord. C'est bon signe. D'accord, et ta grand-mère, elle en pense quoi? Elle veut que tu viennes prendre ton caleçon. Donc, alors, revenons à ce fait d'armes, avoir critiqué Bolloré chez Hanouna. Ouais. Ça t'a plus fait connaître qu'autre chose. Bon, et ça a donné aux gens l'envie d'aller voir de plus près. Moi, je pense pas que c'est ce qui a rempli mes salles du tout. Non, je crois que c'est son talent qui a rempli les salles. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est que j'ai beaucoup de sketchs, moi, en ligne sur les réseaux de 10 minutes, tu tapes Edgar Yves dans YouTube, qui ont tous passé le million, sans promotion particulière, sans festival d'humour particulier, que au talent, c'est-à-dire le contrat simple de tu postes un truc bien, les gens réservent, quoi, sur le lien de billetterie. Si c'est nul, ils réservent pas, il y a pas de vue, il y a pas de partage. J'avais déjà rentré 3-4 sketchs avant d'aller chez Hanouna, dont la corruption d'ailleurs. C'est ce sketch qui m'a fait connaître, où je parle de mon rapport avec mon père qui est homme politique, où je dénonce la France-Afrique un peu dans ce sketch-là. C'est ça qui a buzzé, qui m'a fait connaître, pour le coup. Tu reproches ouvertement à Bolloré d'avoir pillé l'Afrique. Ouais. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas tellement. De ce que vous l'aurez fait en Afrique? Des Blancs qui ont pillé l'Afrique et qui continuent de le faire. Oh non, puisqu'on a encore Bruno Retailleau qui dit que c'était bien la colonisation. Donc a priori, vous en êtes encore là, vous. Tu comprends? Moi, je suis pas de la génération qui se plaint de ça.
Tu vois, vraiment, dans mon discours, et je pense que tu as dû voir un peu ce que je dis, comment je réfléchis et tout. Je suis pas une vicose, moi. Tu comprends? On a dépassé le stade de la complainte. C'est pas compliqué, on nous fiste depuis la nuit des temps. Donc il a bien fallu que on trouve une solution qui fonctionne pour gérer le fisting. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ici, l'histoire, c'est Game of Thrones. Les Africains sont les Stark. Ah, mon frère, tout le monde nous est passé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Comment on appelle le dîner sanglant, là? Nous, ça a eu lieu plein de fois, hein, le dîner sanglant chez nous. Il n'y a pas que Rob Stark qu'ils ont eu, tu vois. Donc, il a bien fallu pour les générations futures trouver une autre solution. Je suis une génération où les parents nous ont dit, il va se passer des choses pas justes, mais tu vas devoir travailler 4 fois plus que les autres pour t'imposer. On m'a mis dans la tête depuis mon enfance que travailler 6 fois plus, ça fonctionne. Passer au talent, ça marche. C'est-à-dire que je te disais, en te taclant, mais quand même premier degré, que je confère à personne le pouvoir de me valider ou pas, parce que tu l'as pas. Concrètement, tu l'as pas. Tout ce que tu peux faire si tu m'aimes pas, c'est comme plein de gens de ce milieu, dire du mal de moi. Voilà, ça marchera à des endroits, ça marchera pas à d'autres. Qu'est-ce que j'en ai bien à foutre? Non, mais ce qu'on peut faire surtout pour invalider un artiste, c'est ne pas l'écouter, ne pas acheter de billets. Mais c'est pas toi qui décides, c'est le public, ça. Non, toi, à ton niveau de consommateur, si t'aimes pas un comique, oui. tu n'achètes pas de billets. Donc, le seul patron dans ce boulot, c'est le public. Alors, tu es né... pas des artistes ou d'autres. Exactement. Oui, mais il faut préciser que dans ce milieu, et je pense que toi, tu as dû le vivre et que je t'apprends rien, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que moi, et moi, je t'ai vu à la télé avant de démarrer. Moi, j'ai noté de manière assez, non sans amertume et choc, que dans ce milieu, dès qu'on n'aime pas quelqu'un, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres, mais le premier truc qu'on fait dès qu'on n'aime pas quelqu'un dans ce milieu, tout de suite, c'est de le calomnier ou de lui inventer une histoire. On dirait que détruire l'image des gens, c'est une façon d'essayer de se venger quand on les aime pas. J'ai l'impression. Dans le milieu du showbiz, tu veux dire? J'allais dire du showbiz, mais j'ai l'impression que dans tous les corps de métier, c'est un peu comme ça, non? Oui, quand on me demande est-ce qu'il y a plus de salauds dans le showbiz qu'ailleurs, moi je pense pas. Je pense c'est réparti pareil. Ouais. Sauf que nous, on a un boulot, on a des projecteurs sur nous, donc un boulot d'image. Il y a plus de gens qui sont au courant. Ouais. Revenons à la jeunesse. Donc tu es né un 11 juin comme Julien Alaphilippe, le cycliste, Peter Dinklage, toi qui parlais de Game of Thrones, c'est le nain de Game of Thrones. Faut pas dire nain, faut dire personne de le nain, toute petite taille. Et même toute petite, c'est trop. Le nain. Personne anormalement petite, je sais pas ce qu'il faut dire. Hugh Laurie, aussi le mec qui jouait dans Dr House. Ouais. José Bové, Jacques-Yves Cousteau et Idi Amin Dada. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Je vais pas dire Amin Dada, même si je suis tenté. On va dire Cousteau, j'aime les fruits de mer. Mais le nain de Game of Thrones, il a beaucoup d'humour quand même. Dans Game of Thrones, c'est un sacré personnage. Hein, et quel acteur! Ah là 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 là. Moi, je trouve qu'il est bon. Hein. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Je trouve qu'il a beaucoup d'esprit et de finesse. Donc moi, j'aime beaucoup cet acteur. Tu crois qu'il le paye plein pot ou demi-taré? Non, mais c'est une vraie question. Salopard. C'est une vraie question. S'il paye à la taille, le mec, il est niqué. Salopard, monsieur, salopard. Tu es franco-béninois. Ouais, j'ai les papiers. Pas besoin de baiser avec une vieille blanche pour rester. T'es né à Cotonou? Hein? T'es né à Cotonou? Ouais, je suis né à Cotonou, born and raised. Capitale. Quoi? La capitale. Ouais, la capitale, ouais. J'adore les capitales. Il y a des grandes villes, il y a Porto Novo aussi, Abomey, capitale administrative Porto Novo, capitale historique Abomey. Ton père, c'est Edgar Yves Menou, il t'a appelé comme toi? Ouais, il avait des plans. Il était ambassadeur du Bénin à Paris après avoir occupé plusieurs postes de ministre. Ministre des Affaires étrangères, député, maire, il a fait beaucoup de postes chez nous. Ouais. Il est assez connu. Il a fait tous les postes. C'est très mégalo d'appeler son gamin comme ça. Ah ben bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. J'aurais préféré comme. D'ailleurs, je lui ai dit pourquoi tu m'as appelé Gary. Franchement, pénible. Parce qu'en plus, moi, à l'époque, quand j'allais à l'école, quand il y avait des profs qui aimaient pas la politique que pratiquait mon père, je passais une année difficile, moi. Bon, vraiment, je peux te dire que il faisait, oui, Alain, machin, Rigobert, Akwatou, Edgar, Yves, Monou. Et moi, je savais que j'allais passer une année en enfer. À la manière dont il disait mon blaze. Et un jour, je lui ai dit, comme, putain, frérot, tu m'as foutu dans la merde. Et comment il t'appelait, Junior? Il m'appelait Junior à la maison. Vraiment, il y avait un côté excessif, quoi. Bon, on a fini par se prendre le crâne, c'est vraiment. Hein. Ça dépersonnalise l'enfant, c'est terrible. Ah, ça a mal démarré, notre affaire. Le gars, il m'appelait Junior en permanence. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelais comme ça? Il me dit, non, bon.
Je t'ai appelé Edgar Yves comme moi, donc je t'ai appelé Junior pour être sûr, quoi. Qu'on ne Et nous pourquoi tu confonde l'appelais pas. pas J'ai dit, senior? mais justement, non, mais j'ai dit, si tu voulais être sûr, fallait m'appeler Raoul, en fait. C'est ce que je veux dire. Le gars est fou, il t'appelle Edgar Yves, tu dis, moi, il faut quand même qu'on nous différencie. Donc, je dis Junior pour être sûr. À 24 ans, tu abandonnes tes études de droit pour devenir humoriste, ce que tu voulais pas être quelques années plus tôt. T'as changé d'avis là-dessus? Non, moi, je préférais le basket. Je voulais percer dans le sport, mais après, j'étais con, hein. À l'époque, c'est mégalo aussi. Je suis pas le fils de n'importe qui, du coup. J'ai cru qu'à 18 ans, j'aurais pu percer, mais je pouvais pas. J'étais bon, mais pas suffisamment, et j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Je me suis pété le genou, classique. Et puis, je suis rentré, et j'ai voulu faire du stand-up. Donc, quand t'as abandonné tes études, ça a clashé avec ton père? Ouais, vénère. Mais après, c'est pas une histoire, c'est une histoire classique, Donc, hein. tu t'es barré. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, je me suis barré, je me suis retrouvé dehors, je me suis géré comme tout le monde. Voilà, hein, qu'est-ce que je te Il dis? t'a coupé les vivres Oui, direct. et tu t'es retrouvé à la rue pendant un an? Pas complètement pendant un an à la rue, je dirais 4-5 mois dehors, et puis le reste, j'ai un pote qui m'a hébergé. Et quand t'étais hébergé, tu continuais à piquer dans les magasins pour bouffer? Ah bah il fallait compléter, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est pratique hein, de manger dans les magasins. Franchement, c'est un truc que même quelqu'un qui est pas dehors peut faire, hein. Ça pour le coup, c'est un tip que je vous donne. Bon après, moi j'arrivais dans le magasin, j'étais quand même à peu près vêtu, à peu près correctement, machin, mais tu ouvres le club sandwich, frérot, tu manges et tu jettes l'emballage dans le truc, quoi. Voilà. Bon, c'est mieux de le faire dans une cabine d'essayage quand même, parce que des fois j'étais trop détendu et je me baladais, on me faisait quand même comprendre que c'était pas mon restaurant. Autant pour moi. Tu sais, mais l'être humain, il est à l'aise dans toute situation, hein. Au début, tu te planques dans la cabine d'essayage et puis un jour, tu manges, mais en visitant, tu dis, c'est quand même un beau lieu, quoi. Au champ, là, c'est quand même super. Complètement con. Et le mec qui vient, il dit, qu'est-ce que tu fous là? Oh merde! C'est pour ça que j'avais pas l'intention de payer. Le connard qu'on entend rire derrière, c'est Roman. Pour l'instant, il n'a pas encore sa caméra. La semaine prochaine, il l'aura, il sera à l'image. Très bien. Et voilà, pour te dire que il aime bien les gens de couleur. Donc, t'es fâché à mort avec ton père ou il y a moyen de... Oh, nous ne sommes pas adressé la parole pendant 14 ans, mais maintenant on se reparle. 14 ans? Voyez, pendant 14 ans, 13-14 ans, parce que j'ai 37 ans maintenant et on se reparle que depuis cette saison-là. Donc ça fait, ouais, 13-14 ans de silence radio. Il a essayé quand même quelques fois après de me reparler et tout, mais bon, moi je nourrissais une haine assez conséquente. Et voilà, je préférais être à distance. Et puis surtout, en fait, le fait de me fâcher avec lui, je me suis rendu compte que la colère, bien utilisée, était un excellent moteur. Et donc, au départ, je voulais pas lui parler parce que j'y en voulais. Et après, je voulais pas lui en parler parce que j'avais trop peur de briser mon totem, quoi, l'outil qui me permettait d'avancer, tu vois. J'avais trop peur que faire la paix avec lui. T'allais aller te retirer ta niaque? Maniaque, tu comprends? Parce que moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, frérot, je chiais sur tout et n'importe qui, tu vois. Et ça n'a pas vraiment changé. Je me suis juste rendu compte que j'étais fondamentalement comme ça. Parce que moi, j'étais là pour réussir. Je voulais y arriver parce que y arriver, ça donnait un sens à tout ce que j'avais sacrifié pour être là. Tu comprends? Donc moi, j'étais pas là par hobby. D'abord, le chapeau du Comedy Club me permettait littéralement de vivre et de manger. Donc moi, c'était pas vraiment une plaisanterie pour moi, l'humour. Il fallait vraiment que ça marche et que ça rapporte un peu de caillasse. Donc d'où mes discours aussi, parce que j'ai vécu aux États-Unis un peu à l'américaine de je veux être le meilleur, je veux percer, je veux réussir. C'est mal vu en France, ça. C'est mieux de dire je suis une merde, apparemment. Tu démarres ta carrière à Nantes. Ouais. Tu reprends l'animation du West Comedy Club. Parallèlement, tu fais des petites vidéos pour les réseaux sociaux. C'était quoi ta première vidéo? J'étais nul à l'époque, hein. J'avais fait un truc qui s'appelait les chroniques de Ed. Je l'ai supprimé depuis. À l'époque, j'essayais de faire des vidéos un peu à la manière de Norman. Ouais, bon. Jugez-moi si vous voulez, mais c'était mon inspiration de l'époque. À l'époque, je voulais faire des vidéos à la manière de Norman, quoi. Faire tu sais, un peu des vidéos face cam, faire rire un peu les gens. Sauf que moi, je voulais en plus le scénariser, faire un peu l'acteur. Mais on n'avait pas le niveau pour les effets que j'écrivais, tu sais, genre la tête qui explose, machin et tout. Donc ça donnait souvent des vidéos un peu cheap, très mal faites. Donc on a supprimé, quoi. Mais j'ai démarré par ça. Quand t'étais gamin, gamin, moi d'ailleurs. Quand t'étais gamin, déjà, tu faisais marrer les autres. Tu t'avais déjà ça en toi ou c'est un truc que t'as cherché? J'ai toujours été gaulerie et surtout, j'ai toujours ressenti le besoin de mettre un sourire sur la gueule de l'autre. Ça veut dire que enfant, me disait ma mère encore il y a pas longtemps, j'avais besoin d'avoir un public. C'est-à-dire qu'il fallait que l'attention soit sur moi. Donc j'avais déjà cet ego des artistes. Là, j'avais besoin que l'attention elle soit sur moi. J'avais besoin qu'on me calcule, quoi. Donc du coup, la manière que j'avais d'avoir cette reconnaissance-là, c'est de faire rire les gens, de faire le pitre. J'avais pas de. Je reviens à ton père. Dans votre séparation, votre brouille, est-ce qu'il y avait aussi un jugement de valeur sur la façon dont il travaillait, ou est-ce tu trouvais qu'il y avait une moralité dans son boulot, ou qu'il faisait des abus de pouvoir? Oh, c'est quelqu'un à qui le pouvoir est un peu monté à la tête, mon père. Mais
Il faut être précis parce que le pouvoir lui est monté à la tête comme c'est monté aussi à la tête de comédiens qui ont réussi. On en a vu plein prendre le boulard, mal se comporter avec des humains. Donc quiconque, c'est dans la nature humaine que dès qu'on arrive à un certain niveau de responsabilité ou à un certain niveau de reconnaissance ou de visibilité, bon, on se la raconte un peu. Ouais, mon père, clairement, il y a des moments où il se la racontait un peu, mais peut-être il y a des moments où je me la suis raconté un peu, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis assez sûr de moi maintenant et de ma force. Peut-être tu te l'as raconté aussi à un moment donné. Tu vois, mon père, c'était le cas, en tout cas, pour répondre à ta question. Mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Peut-être que lui, il a mis plus de temps que la moyenne à redescendre. D'ailleurs, il y en a qui ne redescendent jamais. Mais lui, maintenant, il est redescendu. Il est redescendu parce que, à cause de comment il était, quasiment tous ses gosses se sont un peu retournés. Combien d'enfants? Ah, alors, officiellement, nous sommes 5. J'ai un grand frère, une grande sœur, 2 petites sœurs. Je suis pile pour le milieu. Et puis après, officieusement, nous sommes peut-être 14. Ah ouais, comment tu Ah sais ben, ça? on est des noirs, hein, le livre de la jungle. Et puis moi, quand j'ai commencé à percer, ah frérot, c'est voilà. Et quand j'ai commencé le livre de la jungle, quand j'ai commencé à percer, et un jour il y a une meuf qui m'écrit, qui me dit je vis au Nigeria, je m'appelle Georgette, je suis ta sœur. Et au fond de moi, le pire c'est que je me dis ouais c'est possible. Il y a que chez nous que ça fonctionne comme ça. Je me suis dit non c'est possible. Et donc je me renseigne, elle m'envoie une photo et je vois mon père en fille. Donc autant te dire tout de suite que je me suis dit non là Je suis pas d'accord. Il a Ken Sadaron. Il n'y a pas que chez vous que c'est Ah, comme ok. ça, parce qu'aujourd'hui, avec les tests ADN et puis les sites où on peut retrouver des gènes en commun, il y a quelqu'un de très proche qui a trouvé un demi-frère, enfin, tu vois, il y a beaucoup de nouveautés dans Ah dans oui, j'ai les découvert familles. ça, que j'avais une sœur au Nigeria, je crois 2 jumelles aussi au Ghana. Donc, sur chaque voyage, il a marqué des buts, quoi, tu vois. Et puis, voilà, finit par se rendre compte au fur et à mesure. Oui, bon, j'ai fait connaissance, hein. En 2017, tu deviens chroniqueur sur Rire et Chanson, Ouais, puis tu joues ton premier one-man à l'Apollo Théâtre à Paris. ouais, Ta carrière est lancée. pas du tout. C'est la catastrophe totale. Moi, à l'époque, je démarre à Nantes, à la compagnie du Café Théâtre chez Mathilde Moreau, en même temps que je fais le West Side. Je joue mon spectacle, 19h, 10 euros, c'est leur slogan à la con à l'époque. Et il y a ma tête comme ça, avec un nez rouge. Vraiment, le truc, Et ça marche pas tout de banania. suite. Non, pas du tout. Les salles, bon, après, à Nantes, les salles finissent par se remplir parce qu'avec mon comedy club, je commence vraiment à être un bon artiste. En tout cas, à l'époque, c'est ce que je pense. Et je fais venir du monde dans mes salles à Nantes. Par contre, dès que j'arrive à Paris, en fait, comment j'arrive à Paris? Je fais la première partie de Panacloc au Zénith de Nantes. Et à l'époque, celui Tu qui faisais quoi, la marionnette? salopard. Non, mais non, j'ai fait la première partie. À l'époque, j'étais un artiste en vogue, un petit jeune vedette nantaise. Donc, toutes les stars qui venaient jouer à Nantes me prenaient officiellement en première partie. Donc, j'ai fait beaucoup de gens, dont Panacloc. Et à l'époque, c'est Delmas qui le produit. Je crois que ça a changé après, c'était Décibel. Bon, bref, là, c'était Delmas à l'époque. Et il kiffe ma prestation. Il me dit, bah, dis donc, tu veux pas aller dans le vrai game? Ah, pareil. Je dis, bah, je demande que ça. Je commençais à sentir un peu un plafond de verre à être à Nantes. J'avais mon comédie club qui était plein. Je jouais 3 fois par semaine. Je me disais, bon, si je reste là encore 50 plus, il va rien se passer de plus, quoi. Donc là, j'ai l'occasion parce que le gars me dit, ben, viens chez moi à l'Apollo Théâtre. Je te file une date. Si t'es bon, je te fais une programmation sur les. Je me dis bon là je tiens mon ticket, j'y vais, je dis au facteur même de venir, je blinde la salle, je fais une prestation correcte, donc m'autorise à avoir une programmation tous les mardis à 20h à l'Apollo Théâtre à l'époque, et c'est là que va démarrer mon cauchemar. Pourquoi? Ben parce que je lâche tout à Nantes pensant que ça y est, le rêve de l'Olympia n'est plus très loin. Mais quand tu arrives à Paris de ta province, il y a 2 choses. La première, c'est que tu sais pas que à Paris, si t'as pas de visibilité, quelle qu'elle soit, hein, si t'as pas enclenché quelque chose pour amener les gens à acheter des tickets, ben ils ne le font pas en fait. Donc je me retrouvais systématiquement à jouer devant 7, 6 personnes et ça a duré pendant 1 an, hein. Mais t'étais pas actif sur les réseaux? Non, pas du tout à l'époque. À l'époque, on n'était pas là-dedans, hein. Ça arrive, ça après, ça Parce arrivait que là. c'est la vitrine pour C'est arrivé après, ça. À l'époque, des tout débuts, Alors, il y avait pas de ça, de on met des sketchs sur les réseaux et tout. À l'époque, c'était même pas ça, le raisonnement, là. Donc, c'était même pas inclus dans mon logiciel. C'est après que je me suis dit, au bout d'un moment, il fallait faire ça, tout ça. Mais au début, c'était pas ça. Au début, je croyais que jouer était suffisant. Et en plus, le niveau parisien est beaucoup plus élevé. Donc, là, en plus, j'étais moins bon. J'étais pas suffisamment bon par rapport à la tu manges ton concurrence. pain noir. Enfin, je veux dire, tu galères. C'est ça. C'est ça. Fortement. J'évite les objets, j'évite les objets contendants. Pendant combien de temps? 1 an? Non, ça dure 2 ans parce que je fais 1 an à l'Apollo Théâtre où à la fin, ils me font clairement comprendre que j'ai pas le sida, mais que ça y ressemble quand même pas mal. Et donc, il serait bien que je me casse avec mon cancer du fion. Donc, je me casse. Après, je fais le Beau Saint-Martin, 6 mois. Pareil, frérot, des 6, 5 personnes. En plus, c'était dur, il y avait pas d'âme parce que, tu sais, quand tu joues devant 5, au moins, on pourrait te mettre de la pommade, te dire, bon, en tout cas,
tu te gardes, mon enfant. Là, non, hein. T'as un régisseur qui vient 2 minutes avant qui dit, bon, on va y aller dans 2 minutes, là. Ils sont 5. Bon match. Et il s'en va. C'est vraiment pour lui, je me disais, c'est d'une froideur. Il reste même pas une fois qu'il a réglé vraiment, lui, les potards. Écoute, lui, met ton plein feu et il passe au Sudoku, hein. C'est pas ce que vous racontez là. Hein. Il y a une violence totale, hein. Et il te voit te débattre avec l'ange de la mort qui veut t'emporter toutes les 2 minutes là. Et en plus, tu payes. Frérot, tu payes pour jouer. Donc toi, tu joues devant 5 personnes, t'es très loin d'Olympia, dans une salle, et puis les gens, tout le monde voit que du coup, c'est pas du tout l'Olympia que t'avais prévu, et tu es débiteur. Donc moi, j'avais une blague de, bon, peut-être que vous me voyez là, je dois déjà 800 €. Donc les gens, j'ai rien parce qu'il y avait un côté, le pauvre quoi, tu vois. J'étais là, j'aurais dû, et c'est là que je me rappelle que mon père m'avait proposé d'être avocat. Bonne situation. Je dis, cabinet, boîte de nuit, Las Putas. Et le déclic alors, quand ça commence à sourire, c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est que à ce moment-là, je suis vraiment ridicule parce que en fait, je me suis fâché avec mon père pour faire du stand-up. Ça marche pas du tout. Mon humour est pas du tout adapté. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Je suis revenu en galère parce que du coup, j'ai quitté ma situation économique stable nantaise pour me remettre dans une forme de précarité à Paris. Là, je commence à galérer à faire les 3 repas par jour. Là, ça commence à être difficile. Je galère un peu. Et l'argent des comédie clubs me sert vraiment pour payer la chambre de bonne, là, 400 balles, toilette sur le palier, là. Donc, si un gars bouffait mexicain la veille, t'es cuit. Je picole beaucoup. Et l'alcool, ça apaise l'anxiété, mais ça développe quand même la dépression. Et donc, à un moment donné, je me dis, bon, là, je suis pas du tout là où je veux être. A priori, j'ai fait des choix. Je me suis pris pour un autre. Ça fonctionne pas. Et je vais rentrer dans une forme de désespoir qui est une émotion qui va développer chez moi un vrai lâcher-prise sur scène. En fait, à l'époque, je jouais pour faire plaisir aux gens. Donc, j'arrivais avec des sketchs vachement convenus sur la supposée grande taille du sexe des Noirs, comme quoi on s'accrochait aux arbres avec, des sketchs sur le zouk. J'avais... Ce qui n'est pas vrai? Hein? Non, c'est pas mal, mais bon, moi, perso, j'ai un peu de sang japonais, donc je sais pas. Mais voilà, tu vois, comme quoi on s'accrochait aux branches avec, machin et tout. Voilà, ça te fait marrer, mais ça déclenche pas l'achat, en vrai. Si t'es un club, tu vois un jeune le faire, bon, nous, c'est sûr que on rit même pas, je pense, tu vois. Mais le public, il rigole vite fait, mais il déclenche pas l'achat. C'est l'équivalent des blagues sur la consanguinité des voilà, du Nord, ou les prêtres qui mettent des doigts dans le cul. C'est convenu, quoi. Voilà, c'est très convenu. Mais j'ai commencé par ça, par la mimésis, par imiter un peu d'autres artistes, et puis essayer de comprendre comment les blagues fonctionnent. Mais à ce moment-là, je me rends compte que ce qui fait ta force sur scène, c'est ta singularité. Donc je me dis, à l'instar d'un Custo qui fait un sketch, qui fait un plat signature, moi je dois faire un sketch que seul moi peux faire. Donc je commence à réfléchir, je commence à me prendre la tête, et puis je commence à me rendre compte, à laisser sortir mon côté plus acerbe. En fait, ma nature est plutôt acerbe et noire, si je peux me permettre le terme. Et je commence à le faire, je commence à être un vrai fils de pute, à vraiment faire des blagues de connard, et les gens sont morts de rire. Et je finis de fil en aiguille par sortir un sketch. À l'époque, c'était la mode sur l'écologie, je me souviens. Donc moi, je fais un sketch complètement anti-écologie avec des blagues du style, on nous dit que ouais, si on continue comme as, dans 70 ans, il y aura plus de planète. Je dis ouais, mais moi, j'ai fait le calcul, concrètement, ça passe, hein. Donc je m'en bats les couilles, en fait, les gens, ils étaient morts de rire et j'arrêtais pas de dézinguer. Donc je rendais fou les bobos parisiens qui voulaient ma peau, mais les gars étaient là, c'est quand même pas mal d'avoir un petit jeune dynamique comme ça. Donc là, je commençais à être bon en comédie club, à avoir un 10 minutes qui cassait la salle systématiquement et tout, parce que je chiais surtout en écologie, la planète, vraiment c'était un truc qui prenait à rebrousse-poil les espèces de sketchs un peu, pour le coup, consensuels. J'avais un sketch qui n'était plus moi, tu vois. Puis quand t'as commencé à délirer avec les gens, avec le public, là, ça... Quand j'ai commencé à me lâcher, en fait, ouais. Parce que les histoires de j'en ai rien à foutre dans 70 ans, c'est parce que moi j'ai la dalle au moment où on me parle d'écologie, tu comprends? Moi j'ai la dalle, je me prends 2 pintes par jour, je suis là... J'en ai rien à foutre, moi, de leur histoire de planète. J'arrive pas à avoir la perspective dans 4 jours, moi, tu comprends? Donc c'est aussi il y a une vérité là-dedans. C'est aussi un problème de bobo qui boit un rosé en terrasse. Ils ont le temps de se questionner sur le monde, pas forcément dans le Loir-et-Cher, et pas forcément quand t'es un galérien en comédie club avec une chambre de bonne et un Mexicain qui chie sur le palier. Là, tu vois ce que je veux dire? Ça fait 2 fois. La première fois, c'est un mec qui avait bouffé Mexicain qui chiait sur le palier, et là, il est devenu Mexicain maintenant. Ouais, c'était Alejandro. Après, j'ai l'impression que tout le monde venait chier sur tes... Ah ouais. Et tu vas voir que plus on va avancer, plus je vais tirer ce fil-là. Et tu vas voir jusqu'où ça va nous mener, cette histoire de toilette. Mais par contre, je commence à me lâcher de plus en plus. Et un jour, je vais faire un comité entreprise. Je vais, pour me faire un peu d'argent, m'invite, à force d'être bon au Comedy Club, on me propose un comité entreprise. Et donc, je vais dans je sais plus quelle ville, Angers, je crois, pour le CE de Orange. Et donc là, tu connais les CE, t'as dû en faire, hein, là, c'est...
Bon, ben, on va expliquer aux gens. C'est un mouroir comique, hein. C'est-à-dire que là, je t'explique. T'as tout le staff de la boîte qui est réuni. J'en ai fait un une fois, c'était une catastrophe. Ah non, mais écoute, faut dire la vérité aux gens, c'est un mouroir à comique. T'arrives, il y a un mec qui dit, bon là, on a doublé les chiffres cette année, félicitations pour la croissance, Jacqueline, félicitations à Philippe, et tout de suite, le comique. Oh Seigneur Jésus, écoute. Moi, j'en ai fait un une fois, et après, il y avait un pot dans un bar, et moi, je suis habitué à ce que les gens viennent me parler en me disant qu'ils m'aiment bien, tu vois. Ouais. Et là, il y avait 600 personnes, et tout le monde détournait le regard quand ils me regardaient, quand ils me voyaient. Ah, comme si t'avais la peste noire. Et oui, parce que j'avais charrié le patron, j'avais charrié les gens. Ah, tu puais la défaite, hein, à l'époque, c'est ça. Mais moi, j'avais bidé de fou, et j'avais pris donc un bide monumental, et j'avais pris mon petit billet à la fin. Et le mec me dit, faites gaffe. Quand on tape votre nom sur Internet, on tombe sur un mec corrompu. Je me dis, c'est bizarre, lui. Père. Je me dis, c'est bizarre, mais on va voir. Et donc, je tape mon propre nom sur Internet. Et c'est comme ça que je découvre que mon père est dans une histoire de corruption au pays, machin. Il a détourné beaucoup de fric au Bénin. Pas mal. Mais je découvre qu'il est dans une histoire de corruption au pays, machin et tout. Et je me dis, et ça a me fait de vexe la un peu. tôle. Hein? Il a fait de la tôle. Non. Mais quoi, Chirac en a fait? Pourquoi tu me regardes, genre, machin, Sarko en fait? Alors, j'étais chelou, lui. Il me regarde, genre, c'est scandaleux. Il est chez vous, c'est Non, mais c'est vrai que... T'arrêtes, Michel. Qu'est-ce que tu veux nous vendre, là? Non, mais hein? c'est vrai que... Fillon, ça va, les costumes et tout. Chez vous aussi, il y a des stats, hein? C'est vrai que Pasqua n'a jamais fait de tôle. Mais non, mais aucun d'entre eux, arrête. Qu'est-ce que tu Ah, Balkany un peu. Ouais, mais alors lui, Bah, c'est vraiment, lui, il a manqué de vigilance, c'est le seul de l'équipe. Et je pense qu'ils se foutent de sa gueule, ils sont là. Ils l'ont eu, mais ouais, il a pas commis de meurtre. Non, il devait mériter 100 fois plus. Il a fait un peu de tôle. Frérot, t'as vu la tôle qu'il a fait? Il a fait une tôle où il a dit qu'il se sentait pas bien. On l'a fait sortir. Il a fait la fête de la musique. C'est quel niveau de prison dont tu me parles exactement? Il est arrivé, gardien, gardien, je sens un truc au niveau de monsieur Balkany, vous en prie, sortez, allez vous soigner. Dès qu'ils ont dit everybody's free, le mec il s'est mis directement à et vous avez un point commun tous les deux. Avec Balkany? Ouais. Et quoi? Vous avez perdu beaucoup de poids. Il a perdu du poids? Ah bah oui, quand il était en tôle, il a vraiment maigri. Ouais, je peux comprendre que c'était un peu rude pour lui. Et toi, t'as fondu. Ouais, je suis à moins 30 kilos là. Tu pesais 120? Je pesais 150 kilos. Et je suis à moins 32, je suis à 118. J'étais monté à 150 kilos. Mais moi, j'ai eu un rapport avec la fin terrible. D'ailleurs, tu m'as pas laissé finir mon histoire. Quand j'ai vu que mon père était corrompu, j'ai écrit à ce moment-là le sketch sur la corruption. Et ça a été le premier gros buzz pour moi. C'est 1 million en 24 heures sur Facebook. Et j'ai compris à ce moment-là que il fallait que je fasse des sketchs en faisant des trucs qui parlent de moi, qui parlent de ce que je ressens, et que je m'invente pas une vie, et que je cherche pas à être un autre. Ah, c'est pour clôturer ça, mais c'est ça qui m'a lancé. Bien plus que l'histoire avec Bolloré, dont tout le monde parle. Et le poids, ben ouais, j'avais beaucoup grossi parce que moi, dehors, j'ai manqué de nourriture. Il y a des moments où je voulais bouffer, j'ai pas pu. Au-delà du fait d'avoir été à la rue, la vie d'artiste au départ, c'est beaucoup de la précarité aussi. Et donc, bah, tu fais un repas quand t'es content, ou des fois 2, mais rarement 3. Et dehors, des fois, t'en fais 0 pendant 4 jours. Donc, dès que j'ai retrouvé un peu d'argent et de la nourriture, plutôt que de bouffer un poulet, j'ai commencé à me dire peut-être qu'on en mange 2. On sait jamais, tu vois, ce côté de on sait jamais, de la peur de manquer. Donc, j'ai réussi à maigrir une fois que j'ai assaini mon rapport à la nourriture. Et je pense que ça, il faut le dire aux gens. Tu peux pas maigrir tant que t'as pas assaini ton rapport à la bouffe. Tu sais, je pense que être gros, c'est presque un signe de pauvreté. Et maintenant, c'est presque être mince, le signe de l'élite. Je m'explique. Ouais, J'ai l'impression, je suis d'accord avec voilà. J'ai l'impression que les gens, ils ont un délire de, ma journée a été merdique. Par contre, ce burger supplément chèvre avec la raclette et le bacon là, lui là, il ne m'échappera pas. Tu comprends? C'est le fait de le dégommer ce burger là, on dirait les frites évidemment qui vont avec et la sauce Biggie qui donne un sens à la journée. Tu comprends? Alors que le riche, pour se remettre d'une semaine difficile, il va à New York. Tu comprends? Et il fait le jeûne intermittent, ce fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, parce que avec des lavements. Avec des lavements, exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que d'abord, quand il y arrive, moi, quand j'ai commencé à remplir des grosses salles et à faire de l'argent, à faire des 1000, 2000 partout en France. C'était rempli aussi toi. Exactement. Ben, bien sûr. J'ai dit, bah là, on va bouffer, quoi. Tu vois? Donc, j'ai commencé à me faire plaisir. Et après,
j'ai commencé à faire, mais puis pareil, ils m'ont eu quand même aussi dans la cuite, dans ce métier. Le rapport qu'on a à la C'est ça, cuite. tu étais excessif avec la bouffe, avec l'alcool. Voilà. T'as même J'ai pris de la coke, ouais. T'as pris de la coke. Ouais, pendant 3 mois. Mais par contre, sans la coke, j'ai fumé des joints pendant 15 ans. Et tu vois, donc voilà, j'étais le gars, un paquet par jour. Tu sais, le bon, quoi. Le bon Dédé, quoi. Tu vois, en terrasse, j'arrivais à 16 heures, je repartais à 4, tu vois. Et encore, on me dégageait du truc, quoi. Tu vois. J'allais, mais ça va, d'habitude, on ferme le bar ensemble. Non, mais c'est bon, casse-toi maintenant. Donc, j'étais ce gars-là, tu vois. Et j'ai commencé à faire, j'ai un sketch d'ailleurs, justement, aussi, sur la coke, où je raconte comment j'ai arrêté la coke, machin, parce que j'ai fait un malaise. C'est une vraie histoire, ce que je vais tourner en blague. T'es retrouvé aux urgences. Voilà, je raconte vraiment comment je me suis retrouvé aux urgences et tout, et comment après j'ai commencé à assainir, parce que j'ai eu peur de mourir, en fait. Donc j'ai commencé à changer. Parce que t'as commencé à te branler, t'as fini aux urgences. Oui. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je fais la soirée coke avec tout le monde. Et bon, à l'époque, je pense que je vais pouvoir gérer une nana, mais en fait, je suis tellement défoncé que je peux rien faire, tu vois. À la fin, j'articule à peine. Donc elle se dit, je vais quand même pas me coucher avec une épave. Donc elle rentre chez elle, ce qui est parfaitement logique. Donc moi, je reste quand même sur une frustration et je suis plein de coke. Donc à midi, j'ai pas du tout envie de dormir. Et donc j'appelle un pote parce que je connais pas encore parfaitement les effets de la drogue et je lui dis, mais comment je peux faire parce que j'ai quand même un spectacle le soir quand même. Il me dit, écoute, il y a une solution efficace. Prends-le-toi, comme quoi il n'est pas médecin, le poteau. Hein. Donc je vous dis vraiment, faites gaffe aux conseils de potes de fils de pute là, parce que c'est vraiment de la merde. Appelez des médocs si vous avez un doute. Le mec il me dit, branle-toi, comme ça va sécréter des endorphines. Non, vraiment un chimiste quoi dans sa tête quoi. Tu vois vraiment le mec. En plus il était autant défoncé que moi, donc c'est de ma faute aussi de l'avoir appelé pour lui demander un conseil. L'autre il s'est transformé en Dr House. Il me dit, voilà, tu te branles un peu, sécrète des endorphines, et après tu dors comme un bébé. Et moi, sur le coup, je me dis, c'est parfaitement cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je prends mon téléphone, je me sers, c'était un petit fond de chardonnay. Donc, je me prends à dernière trace, petit fond de chardonnay, j'allume une cigarette, et puis je prends mon temps pour sélectionner différentes vidéos à caractère pornographique. J'arrive dans ma chambre, je me mets nu, parce que c'est la tenue pour procéder. Voilà, tenue, voilà, indiquée pour l'opération. Donc, je me mets nu, prêt à procéder, et là, mon cœur se met à battre vite. Mais vraiment, très très vite, frérot. Et je me dis, elles sont bonnes, mais pas à ce point-là. Je veux dire, je sens que là, c'est en train de partir en couille mon projet, quoi. Et ouais, après, c'est tout un sketch que vous pouvez aller voir. Mais oui, je finis aux urgences, je rate mes spectacles, et ils ont profité de me faire des prises de sang. Ils découvrent que je suis prédiabétique, que j'ai du mauvais cholestérol, machin et tout. Là, j'ai refait des prises de sang il y a quelques temps, là. J'ai pas de diabète du tout, j'ai que du bon cholestérol, donc les efforts que j'ai faits ont payé. À partir de ce jour-là, j'ai tout arrêté d'un coup. J'ai changé mes fréquentations. T'as pris une grosse claque dans ta gueule. Mec, j'ai cru que j'allais crever. Ça t'a remis Non, d'équerre. attention, j'ai cru que j'allais crever. C'est pas une blague, hein. Mais c'était salvateur. En tout cas, ça me permet de me rendre compte à quel point je suis complètement con. L'être humain est vraiment une merde. Tu t'es battu toute ta vie pour faire ce métier. Tu t'es fâché avec ton père. T'as vécu les pires trucs du monde. Tu t'es dit, putain, il faut que j'y arrive. Tu commences à y arriver. Tu commences, hein, à y arriver, et t'es à 2 doigts de mourir pour une overdose de cocaïne à la 89e. Tu vois ce que je veux dire? Tu cours et pas loin de la ligne d'arrivée, ton cœur il lâche. Là, je me suis dit, par contre, je suis une énorme merde. Tu vois? Et puis moi, je suis un peu croyant, même complètement. Je pratique pas comme nous indique l'église ou quoi, mais je crois en Dieu, moi. Je crois qu'il y a un truc qui nous dépasse, je crois à ça. Et donc, à ce moment-là, je suis pas un grand pratiquant, mais quand je suis dans le camion de pompier, je me dis, c'est peut-être le moment de faire une petite prière, quand même. Tu vois, je me dis, on sait jamais. Tu vois, il y a peut-être, Comme quand il y a des turbulences dans l'avion. voilà, je me dis, c'est là que, in the name of Jesus Christ, tu vois ce que je veux dire, c'est là qu'on se lance un peu dans des trucs. Comment ils font déjà? Notre Père, c'est quoi ok, Hamdulillah, le mec qui mélange tout, tu vois, Shalom, Shabbat. Donc, je prie un peu le gars. Et surtout... Mais rassure-moi, quand tu pries, tu te branles pas, là. Non, à ce moment-là, non. J'essaye de faire la différence entre les deux. Parce que je me dis, ça pourrait être considéré comme déplacé par le Très-Haut. Donc vraiment, j'évite à ce moment-là de me les branler. Mais par contre, je fais une promesse dans ma tête. Et je lui dis, écoute, si tu me sauves, parce que vraiment, mec, mon cœur, je crois qu'il va sortir de ma poitrine, quoi. Je suis à 170, 180 BPM, quoi. J'entends le pompier dire à son pote, ah, il va décrocher. Eux, ils sont au boulot, hein. Tu vois, vraiment, les gars, non, mais vraiment, tu dis, mais... Le mec, il me dit, moi, je serais vous quand même, je me calmerais parce que sinon votre cœur va lâcher. J'ai dit, mais ça me calme pas du tout, ça, connard. J'ai dit, mais t'as appris à calmer où? C'est où ton stage? De calmage. C'est voilà, tu t'es formé où? Chez Daesh? Parce que ça se sent que t'es stressant comme type, quoi. Le gars est fou, tu vois, il me dit, calmez-vous, sinon votre cœur va lâcher. Bah, il va lâcher, là, du coup, frérot, c'est sûr. Et à cette époque, vraiment, je panique. Le mec me met des énormes mandales pour que je reste éveillé. Donc, il y a quand même un blanc qui m'a giflé 8 fois sur le trajet. Et ça, on n'en parle pas assez de cette histoire. Ça, il serait grand temps que la justice s'empare de cette affaire parce que j'ai été maltraité. Et si tu veux, j'ai fait une promesse dans ma tête. J'ai dit au bon Dieu, si tu me sauves, j'arrête tout du jour au lendemain.
Sauf qu'il se trouve que je m'en sors. Donc, je sors de l'hôpital le lendemain à minuit et tout. Et dès que je mets le pied dehors, je me rappelle de la promesse que j'ai faite et je fais, ah, putain. Je sais que je l'ai faite. Et c'est pour ça que je sais que je suis un bon gars parce que l'image que j'ai de moi. Et dans bon gars, il y a de l'eau. Hein? Il y a des fruits. Il est fou, il est complètement taré. T'es un bon sniper. Mais je sais à ce moment-là que si je respecte pas ma promesse, j'aurais pas une bonne image de moi-même. Donc tu respectes. Ouais, je la respecte. Parce que t'es passé de 15 pétards, 15 whisky par jour à rien. Rien. Mais vraiment, quand je te dis rien, c'est rien, rien, rien. Je vois même plus les potes avec qui je me défonçais à l'époque. Et d'ailleurs, pour info, ils sont au même point. Pour info, ils sont au même endroit. Et tu ils changes boivent le même rosé, ils tapent la même coke et ils disent de la merde sur tous les gens du milieu. Ils passent leur temps à dire qui est quelqu'un de bien et qui ne l'est pas. Ils passent plus de temps à juger ceux qui participent à la course que courir. Ils font des réunions, ce que j'appelle le FC Rosé. Des football club rosé. J'appelle ça. C'est eux qui m'ont inspiré ça. Ils sont à table. J'en faisais partie. Ils sont à table, boivent du rosé, d'où le FC Rosé. Nous, on fait ça avec Roman, mais on dit du bien des gens. Ah, ben c'est pas mal. Et le rosé est toujours aussi bon. Hein. Voilà. Il y a pas de fiel. Oui, mais tu vois, ceux qui crachent comme ça, la particularité est que si tu les laisses au même endroit, tu vas faire le tour du monde, te développer, tu reviens. Tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver à boire la même pitance et à dire la même merde. C'est seulement les blazes, les noms qui auront changé, tu vois. Ce sera plus Philippe, mais une autre Mireille. Mais rassure-moi, maintenant, t'arrives à te rebranler sans avoir peur des urgences ou pas? Alors, tu rigoles, mais c'est une blague qui est drôle, mais tu rigoles, mais en vrai, j'ai gardé un traumatisme de cette époque. Je m'en doutais un peu. Ah non, mais je te le dis, parce que je sais pas si tu as posé à dessein la question, mais j'ai gardé une sorte de syndrome post-traumatique de ça. Alors, je me branle toujours, mais dès que mon cœur fait un faux battement quelconque, frérot, je rentre dans une angoisse, c'est-à-dire je transpire, mes mains sont, machin, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup eu à gérer. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard parce que je commençais à jouer, j'avais beaucoup de faux battements extrasystole, arythmie cardiaque. Et puis moi, je suis comme tous les artistes, hypocondriaque. Donc moi, au moins de mouvement, je commençais à écrire mon testament. J'appelle ma mère, je dis voilà, c'est moi qui avais volé le chocolat en 82. Je reconnais, voilà, je voulais pas te le dire, mais je me dis qu'avant de mourir, je peux quand même t'avouer. C'est moi, à Pâques, qui ai bouffé le chocolat des petites sœurs et tout, machin. Le mec, qui crache tout alors qu'il va survivre, tu vois ce que je veux dire. Et sans être intrusif, sans rentrer dans le détail, parce que je déteste ça, quand tu te branles sur YouPorn, tu tapes quoi? Alors moi je tape Blackhead Raw. Blackhead Raw, c'est Blackhead, donc Black ED Blackhead, noir, Raw, R-A-W, tout le monde connaît Blackhead Raw. Ben écoute, c'est une catégorie où il y a des noirs qui baissent des blanches fragiles et ils les prennent de manière agressive. Et j'aime bien. Ça me donne le sentiment de me manger pour l'esclavage. Moi on m'a dit. Parce que vous nous avez fait subir. Mais j'ai gardé un trauma de dès que mon cœur il vibre un peu, frérot, ça se passe pas bien. Et en vrai, je croyais que j'étais malade et je sais maintenant que j'avais un truc parce qu'on l'a diagnostiqué il y a pas longtemps. J'ai une hyperthyroïdie. C'est-à-dire, c'est ta thyroïde qui produit trop de hormones de thyroïde. Et ça peut dérégler le rythme cardiaque. Donc maintenant, je prends des comprimés. Ça s'appelle la maladie de basse dose que j'ai. La maladie de basse dose, c'est une maladie de la thyroïde. Et ça qui fait que mon cœur fonctionnait pas bien et tout. Mais je croyais que j'étais fou à l'époque. Je croyais que je devenais fou, mais maintenant, je l'ai soigné. T'es marié? Non. T'es en couple? Oui, je suis en couple. Je crois pendant... Comment il s'appelle? C'est quelle race? C'est quoi comme chien, dis-moi? Non, je suis pas dans les renards. Je fais pas dans les renards. Je laisse ça aux gens qui n'ont plus rien à perdre dans la vie. Depuis combien de temps t'es en couple? Ça fait 1 an, depuis le 1er février. C'est une femme que j'aime beaucoup. J'ai mis du temps à comprendre c'est quoi une femme avec qui on peut se poser et tout, parce que j'ai grandi dans un milieu de comédiens où on picole, on baisse derrière la cave, machin. Enfin, heureusement, j'ai pas ken trop de comédiennes parce que il y en a qui l'ont payé cher. Mais moi, non. Mais ouais, tu vois, j'ai appris à savoir c'était quoi quelqu'un de valable, de valeur, pour m'accompagner. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au fait de créer un truc stable en dehors du monde de l'humour. Moi, je supporte pas le monde de l'humour. Je trouve qu'il y a que des fils de pute. Ah ouais? Ah non, je te le dis, hein. Vraiment. Il y a plein de gens adorables. Non, c'est qui ça? Ah bah moi je connais plein de gens adorables. C'est vrai? Ah ouais. Peut-être que toi, t'as toujours eu une position où du coup on t'adore parce que du coup t'as percé, mais après il y a des gens que j'aime pas aussi ou avec lesquels je bon, m'entends tu me pas. rassures. D'ailleurs, je t'ai vu soulever un mec à la télé en direct, toi. Ouais. Un petit con de énergie ou je sais pas quoi là. Je t'ai vu l'écraser en direct, moi. Il y a plein de gens adorables dans ce métier. Il y a aussi plein de fils de pute, Laurent. Oui, comme partout. Ben, ouais. Même proportion. Chez nous, ils sont coquinous, hein.
Même proportion. Chez nous, ils ont la dimension artistique en plus. Non, je trouve que chez nous, il y a des projecteurs, on voit mieux les enculés que dans les autres métiers. Mais Franchement, t'as peut-être raison. Il y en a pas moins que chez les avocats ou chez T'as peut-être raison. les pompistes. T'as sûrement raison, parce que c'est toi l'ancien, donc je respecte. Mais du coup, comme je considère qu'il y a beaucoup de fils de pute et que j'ai subi des attaques que je trouve complètement, enfin, c'est comme, moi, je connais pas ça, quoi. Tu vois, moi, je suis quand même un gars, si on a un problème, frérot, il va être frontal, le problème. Tu vois ce qui va se régler frontalement. Je traverse la pièce, je te dis, tu vois, et on parle. Le truc de par derrière, boire un rosé avec Philippine, apprendre que machin, a dit que machin. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas eu là, même pendant le mouvement MeToo, là? Tu t'engueules avec une meuf en loge, elle dit, ouais, il m'a agressé verbalement. Tu dis, mais connasse, c'est là-dessus que tu veux nous emmener, là? Ah bah, c'est les effets pervers de MeToo. Mais tu m'as juste pété les couilles, pourquoi tu vois ce que je veux dire? Mais MeToo, c'est vachement bien, ça permet à la parole de... Ouais, mais ça aussi, doper l'ego de 2-3 connasses, frérot, qui ont rien à dire. C'est les effets pervers du mouvement. On a le droit d'en parler ou pas? Mais voilà. Bien sûr. Parce que le problème, c'est qu'on est dans un monde qui manque de nuances. Donc, bref, j'ai préféré, moi, à ce moment-là, me retirer, me créer un truc stable en dehors, 2-3 potes fiables, pas beaucoup, et une bonne copine. Et elle t'équilibre, ta meuf? Je te dis, c'est les gens qui sont en dehors maintenant de ce milieu qui m'équilibrent. Parce que c'est aussi un milieu, et ça, peut-être que tu me le concéderas, où on commet une erreur, c'est que on croit facilement qu'on est potes. Parce que c'est un milieu qui ressemble à une colonie de vacances. On va en comédie club, on boit des coups, on joue, on ken, on baise, on fume des pétards. On se fait la bise très vite. Très vite. Et donc, parce que il y a un côté très fluide, très flex, très on est ensemble, on finit par croire qu'on est potes. Et ben, tu te découvres dans les moments importants que c'est pas ça l'amitié. Voilà. Et ça, moi, je suis le genre de gars, tu me niques une fois. Hein. Après, je fais les réglages. Hein. Je suis pas complètement con. Mais attends, j'apprends à la dure, moi. J'apprends en sentant le tison de feu qui pénètre mes sphincters, qui traverse mes sphincters. Tu vois ce que je veux dire? Là, je fais, effectivement, cette leçon-là, non, mais on est beaucoup à pas tendre l'autre joue. Ah, moi, non. Moi, non. Et puis, je suis même plutôt de nature belliqueuse, quoi. Tu vois, c'est aussi un truc que la rue m'a donné. Moi, je rends les coups, là. Hein. Y a pas de... C'est pour ça qu'ils te diront, il est un peu agressif. Non, non. T'es venu me faire chier et tu t'es fait soulever, frérot, verbalement, je précise, parce que maintenant, ça va très vite, la diffamation. Mais tu trouves que t'as des ennemis, toi, parmi les comiques? Oh, moi, je suis détesté quand même. Hein. Ah bon? Oui, parce que... Bon, je suis détesté. J'ai le lot de personnes que je dérange parce que je suis talentueux, je le revendique et que je suis pas un mec qui est dans la composition. T'as bien vu. Dès que ça me fait chier, ça dégage. Tu vois, les médias, j'ai pas voulu jouer leur jeu trop longtemps parce que je me suis dit, pourquoi je vais aller faire des rondes jambes à quelqu'un qui a peut-être même pas mon talent, en vrai, frérot. On a créé un monde d'inversion des valeurs. Quand tu veux écrire un film, là, frérot, celui qui te donne ton avis sur le film, il a jamais écrit une ligne de sa vie. Ça ne choque que moi. Ah non, moi j'ai passé ma vie à Non, mais Laurent, c'est normal. confronté à des connards qui m'expliquaient que leur femme avait lu mon scénario et qu'elles avaient pas aimé la page Ça te paraît 37. Je leur dis, il y a qu'elle déchire la page 37 et qu'elle se torche avec. Bon, mais t'as compris. Mais donc, on a créé un monde d'inversion Donc des du valeurs. coup, j'étais obligé de produire mon film tout seul. Ben voilà, et ben donc du coup, moi, je poste des prods sur Internet pour me créer ma propre visibilité. Je refuse d'aller dans un journal pour rentrer dans une logique qui est pas la mienne, frérot. C'est un peu la course à la victimisation. On critique beaucoup les médias de droite, là, à juste titre, hein, de Bolloré supposé un peu d'extrême droite, CNews, machin et tout, mais on parle pas assez de la gauche bien pensante qui crée un sommet d'intolérance dans notre société actuelle. C'est eux qui détiennent la vérité, quoi. Et si tu ne penses pas comme eux, c'est pas juste pas d'accord, hein. T'es forcément une merde. Mais allez vous faire enculer. On est quand même 7 milliards, on a le droit d'avoir des points de vue différents. Donc j'aime pas du coup beaucoup ce milieu, aussi parce qu'on m'a attaqué un peu trop injustement. Tu vois ce que je veux dire? C'est mal vu. Mais moi, j'ai pas tellement cette vision de toi, parce que je trouve que tu es arrivé très très vite et que tu as forcé l'admiration. Donc, je suis pas au courant de tous les tenants, les aboutissants. Oh, c'est des bruits de couloir. Tu vois, si je t'invite, ça veut dire que je te kiffe et que j'ai envie de parler, d'échanger avec toi. Donc, j'ai pas l'impression que tu véhicules non, moi je suis plutôt bon comme garçon. Je suis plutôt un garçon gentil. Mais t'as été attaqué aussi. Tout le monde donne son avis sur toi. Tu vois, moi j'accepte pas le fait que les gens y parlent autant comme ça, ils donnent un peu leur vie. Après c'est normal. T'es devant, t'es dans la lumière, on te critique, c'est normal. Mais t'es pas forcé de bien le vivre. Tu peux aussi ne pas être content. Parce que je suppose que toi aussi, tu t'es fait emmerder plein de fois. Oui. Comment tu gères les critiques, toi? Comment tu les as gérées? Comment je gère les critiques? T'as bien entendu un mec dire, Bafi, je le connais, je le supporte pas, c'est un connard, il est misogyne, il se comporte mal avec les femmes, je crois qu'on fait des blagues de merde. On gère pas les critiques, on essaye de garder sa ligne et de pas prêter le flanc ou de. Ça te touche pas?
Si, bien blessé? sûr. Non, mais tu vois, quand tu as 1000 personnes qui t'applaudissent dans une salle, s'il y a une personne qui n'a pas accroché, tu te focalises sur cette personne. Dans un spectacle, une mauvaise critique fait beaucoup plus de mal que peut faire de bien sans critique. Oui, je suis d'accord. Oui. Après, voilà, je suis pas un perdreau de la neige, j'ai 66 balais, j'ai le cuir un peu tanné, et puis j'essaye d'être bien avec moi. J'essaye d'être réglo et D'avoir une bonne image de toi-même. oui, moi, je déteste qu'on me nique, donc je nique pas les autres, tu vois, j'ai une éthique. Voilà. Tout le monde n'a pas une éthique comportementale dans ce milieu. Tout le monde n'a pas une éthique comportementale, tu le sais, ça. Oui, mais c'est sûr on a un boulot, il y a beaucoup de compétitivité. C'est bien, ça. Et que... Si on la met dans la performance, si c'est juste faire des bons sketchs sur scène et faire rire le public un maximum, c'est pas forcément mauvais, ça. C'est vrai que le grand public, c'est pas forcément que beaucoup de comiques se détestent. Ah bon, ben voilà, faut Beaucoup dire de aux gens. comiques se détestent. Beaucoup. Mais beaucoup de comiques s'aiment bien aussi. Il y a des Oui. familles, voilà, comme partout. Mais c'est beaucoup de castes aussi, hein. Ouais. T'as vu, voilà. Il y a des groupes, quoi. Oui, puis il y a des gens qui ont la carte, d'autres qui n'ont pas la carte, des gens qui sont cooptés, d'autres rejetés, voilà. Et le Et meilleur puis- moyen de gérer ça, c'est de se mettre en marge et de bosser. C'est ce que moi j'ai fait. Oui, J'ai pas absolument. voulu participer aux tractations partisanes, tu comprends? J'ai pas voulu jouer ce Et jeu-là. puis aussi, on est admiré par des gens qu'on n'admire pas, et puis on admire des gens qui nous aiment pas forcément. Enfin, Voilà, il y c'est a, ça. il y a les mêmes schémas un peu partout. Tu es content de prouver aux gens qu'on peut faire une carrière sans la télé? Ouais, c'est vachement important. Tu sais, moi, je me suis retrouvé à un moment donné face à un dilemme parce qu'évidemment, moi, j'ai une mentalité, si on parle footballistique, un peu de numéro 9. Mon but, c'est de performer et d'être bon. Mon plaisir passe par le fait de casser une salle, de tordre les gens de rire, de voir un gars prendre appui sur son pote. Je suis pas le gars qui va prendre un billet de faire. En tout cas, ils étaient vachement attentifs. Hein. Je sais pas si vous avez pensé, mais tu fais vraiment une Belle qualité d'écoute. belle qualité d'écoute. Quand il n'y a pas un rire dans la salle. Il est dire, t'es nul, mon frère, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui a, non, mais tu vois, ils sont complètement tarés, les gens. Le niveau de déni, des fois, crée de la puissance comique. Quand t'es vraiment dans le déni, t'en deviens drôle. En tout cas, j'ai cherché le moyen de m'exposer le plus vite possible et le plus longtemps possible, le plus durablement possible. Évidemment, j'ai trouvé la solution de bosser des sketchs sur Internet. Puis après, ben, t'as connu mes premières expériences médias, C8, Bolloré. Bon, tout de suite, ça m'a donné une vision de ce monde extrêmement négative. Et puis surtout, je t'ai dit, pour moi, quand t'es artiste, si ta promotion, ta stratégie de développement passe par les médias, alors tu n'as pas la meilleure. Parce que un jour ils t'aiment, le lendemain ils te chient dessus. On a vu comment ils ont géré l'affaire Mbappé, où son nom n'a même pas été cité une seule fois. C'est la presse scandale suédoise qui a dit son nom. Et ça a suffi aux médias de notre pays pour se comporter de manière totalement intentatoire à son honneur pendant des jours durant. Et ça ne choque personne, Bien quoi. sûr, on Tu vois? calomnie d'abord, on vérifie après. Ouais, parce qu'on est Et- dans le monde de la présentation de... Et les démentis n'ont aucun écho par rapport aux T'as accusations. compris. Donc, il y a de quoi vraiment mal le prendre. Donc, j'aime pas du tout la presse. J'ajouterais qu'en plus, j'aime pas les mentalités. T'as les médias de droite qui, bon, il y a c'est des raisons évidentes pour lesquelles je vais pas, les CNews, machin, tout. Je veux dire, si t'es noir, effectivement, c'est quand même que là, il commence à y avoir un vrai problème. C'est un minimum de fierté et de sentiment d'appartenance. Tu n'y vas pas, en fait. Si t'as un devoir de mémoire, tu ne cautionnes pas ça. Mais on ne critique pas assez les médias de gauche Mais- bien pensants. Dès que tu mets un orteil dans un média, tu es critiquable dans ce sens que les radios sont la propriété des vendeurs d'armes, les médias, c'est aux oligarques, les Bolloré, voilà, la les VDL, journaux, les machins, ok. voilà. Oui, mais tu vois, Dès que tu mets un pied dans un média, tu vends un peu ton cul, quoi. oui, mais donc j'ai pas envie, en fait, de Et me puis mettre tu as des la hommes- chance, toi qui es jeune, d'avoir un média principal maintenant C'est Internet, qui est moi. Internet. Donc je me suis dit, mais pourquoi je me ferais chier à aller faire des rondes jambes? Mon frère, j'ai vu des artistes, je dirais pas leur nom, mais t'as vu l'affaire Pellico, tu te souviens de ça? Bon, on n'a pas oublié, dramatique, machin et tout. À cause de ça, comme on est dans un monde hystérique, là où maintenant on ne réfléchit plus et dès qu'il y a un truc, on laisse parler que les émotions au-dessus du raisonnement rationnel et des solutions pérennes, ils ont commencé à faire un hashtag All Men pour dire que tous les hommes sont un problème. Ce qui est évidemment une façon hyper adolescente d'aborder le problème. C'est-à-dire que il y a 70 malades qui ont fait une connerie et apparemment c'est les 6 milliards de mecs qui sont sur Terre ou les 5 milliards ou les 3 milliards qui vont le payer. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, pour parler de ce problème-là, il vaut mieux dire qu'il y a un problème systémique et qu'on est dans un système sacrément dysfonctionnel et qu'on doit trouver des solutions communes, les gars et les meufs, mais pas se mettre les uns contre les autres. Tu te sens proche des violeurs de Pellico, toi? Moi, non. J'imagine que toi non plus. Et ils ont créé une pétition à l'époque dans Le Monde, tu peux vérifier. Hein. Et j'ai vu des comédiens la signer et aller à cet avou dire, voilà, j'ai signé la pétition comme quoi tous les hommes sont un problème.
je préfère être considéré comme problématique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je suis pas une pute, mon frère. Pourquoi tu veux que je signe le fait que tous les hommes sont un problème? Je le pense pas. Donc je vais pas le signer pour avoir de l'avancement, Laurent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que non. Ben voilà. Donc du coup, je poste sur Internet. Puis encore une fois, tu as la chance de vivre à une époque où il y a le plus grand média, c'est Internet, qui nous permet de contourner les médias mainstream. Donc, Il y a 3 personnes, il y a 3 Français, c'est une étude qu'on peut vérifier. Ouais. Il y a 3 Français sur 4 qui regardent YouTube plutôt que la télévision. Donc a priori, le niveau de ringardise a commencé à casser la couille aux gens. Et puis c'est vrai que les infos, on a été tellement abreuvés par de l'intox qu'on a envie de sources plus clean. Ben, tu pour peux checker s'informer. maintenant avec Internet, Ouais. frérot. Il y a plein de médias, d'informations où tu peux aller toi-même chercher un peu et faire ta propre tambouille. Et puis surtout, il y a plein d'avis différents, pas un seul. Et Internet, ça a supprimé les intermédiaires. C'est-à-dire que Internet, maintenant, c'est directement du producteur au consommateur. Moi, je mets mon sketch en ligne, je mets mon lien de réservation. Si c'est complet, c'est que j'ai été bon. Si c'est pas complet, c'est que je suis nul et que je dois m'améliorer et je suis OK avec ce contrat-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça me pose pas de problème. Internet, c'est vachement bien pour ça. Je fais des podcasts, je rencontre des gens comme toi, on discute, on met du contenu, je fais d'autres émissions que moi avec mes potes, que je poste, je mets mes sketchs. Je me sens libre. J'ai pas le sentiment d'être une pute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens libre, j'ai la bouche propre. Quand je me brosse ce soir devant la glace, je suis OK avec ce que je vois. Après, moi qui débarque un peu après la bataille, vu mon âge avancé, sur Internet, j'avais des images de liberté qui sont pas conformes à la réalité, parce qu'Internet, c'est très verrouillé. Avec les algorithmes, avec tu vois, si tu peux pas être totalement libre. Si ça fonctionne pas sur Internet, c'est pas forcément un complot. Je trouve que Internet, même si ça a Je te parle pas de complot, je te donne un exemple. Je fais une caméra cachée, je suis dans le triangle d'or à Paris, avenue Montaigne, et je vais voir des gens très très friqués, Ouais. et je leur demande, avec un panneau, je leur demande s'ils n'ont pas 10 ou 15 000 euros pour la pute et les coques. Ouais. Et j'ai écrit ça sur un bout de carton Un pour la écriteau, pute, sur un écriteau. Ouais. Et l'algorithme, il a identifié ça, et il m'a zappé. Ah oui, ben moi, ils ont supprimé mon sketch sur la cocaïne aussi. C'est un sketch très marrant qui est sur YouTube, qui est presque à 1 million sur mon YouTube. Et ils l'ont supprimé de Instagram parce que, je sais pas, ils ont pas aimé le mot coke. C'est très fliqué aussi, quoi. Donc oui, c'est un peu limité, mais ça reste éminemment plus propre que Bien d'aller sûr. signer une pétition pour aller sur une émission ou je sais pas quoi. Tu vois ce que C'est je veux pas dire? d'une liberté totale. Ah ben non, l'idéal, c'est de créer son site. Toute autre chose, tu crois vraiment qu'on peut pas éviter d'avoir du sperme dans les cheveux? Je pense que c'est difficile. Je pense que, en fait, Explique le contexte. ouais, j'explique le contexte, c'est que je dis que en fait, on est tellement dominé avant de devenir fort, c'est-à-dire avant de devenir quelqu'un, avant d'être indépendant, de gagner son argent, de pouvoir s'assumer, de trouver le boulot qu'on aime. C'est un chemin qui est tellement long en tant qu'être humain que tu passes forcément par de l'étape où t'es plus faible que quelqu'un et où par moment tu dois un peu jouer avec son zizi pour avoir de l'avancement. Et du coup, il se trouve que jouer avec le pénis, ça fait que tu peux avoir des trucs dans les cheveux si le gars s'est pas bien visé. Mais même les hommes, Ouais, parce que moi j'ai parce que la domination des hommes s'exerçait surtout chez les femmes. moi il y j'ai a pas quelques honte de dire années. que j'ai été dominé, c'est pas vrai ça. Quand t'es arrivé en comédie club, Surtout. non, faut pas rentrer là-dedans parce que ça a été par exemple dans mon domaine aussi dur pour les mecs que pour les meufs. Faut pas rentrer là-dedans. Moi je connais aucune meuf qui a pas pu jouer parce que c'était une meuf. Ça j'ai entendu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça fait 10 ans que je suis là-dedans. J'ai toujours été en comédie club, je me suis construit là-bas. Par contre, je connais des mecs qui mataient des culs, qui se comportaient mal, machin et tout, parce que c'est des meufs. Mais ils se comportaient aussi mal avec les noirs, aussi mal avec les arabes, aussi mal avec les blancs, tu vois. Si c'est un rebeu qui domine, il peut être encore un côté vendetta un peu avec les blancs de maintenant c'est moi le boss. Ou quand tu vas dans un théâtre bien connu français où il y a une blanche qui gère, elle peut être un peu plus cool avec les blancs qu'avec les noirs, avec les arabes. Donc on a tous eu des problèmes. Ils sont différents, mais ce qui différencie les forts des faibles, c'est que les faibles, c'est les forts, c'est les faibles qui insistent. Donc je n'accepte pas le côté ouais j'ai subi ça. On a tous subi un truc. Cette concurrence victimaire qu'il y a maintenant, elle est pas acceptable. On a tous subi et justement moi je me suis toujours dit toi tu me niques mais c'est pour aujourd'hui. Rendez-vous tu vois, je suis très fier maintenant de marcher en comédie club avec ma petite nouvelle notoriété. Sans producteur. Sans producteur et de voir les mêmes gars qui me marchaient dessus me dire tu veux peut-être un jus de fruits. Ah voilà, tu veux m'offrir des groseilles maintenant, c'est une salope. Ouvre ta bouche, je t'en dois des litres. Tu vois. Producteur honnête, c'est un oxymore pour toi? Le but d'un producteur, c'est de faire de l'oseille, non? Non mais c'est simple, viens on réfléchit, tout bêtement. Toi, t'es l'Orias, moi je suis le nouveau. On va voir ce qu'on va mettre nos connaissances en commun. Le but d'un prod, c'est de faire de l'oseille. Est-ce que c'est des philanthropes?
Je te pose une question. En Est-ce plus, que, voilà, c'est tout. toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça. C'est une phrase de vieux con, ça. Mais dans les années 90, il y a des producteurs qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup de fric avec des comiques parce qu'il n'y avait pas de décor, c'est une chaise, un micro. Ben oui. Et on a eu une flopée de producteurs qui ont engendré une flopée de mauvais comiques. Il y a eu beaucoup de mauvais comiques dans les années 90. Et puis le temps a fait... Les médias en créent aussi maintenant. Oui, Les médias sélectionnent des gens pas sur le critère du talent, mais... Le temps a fait son œuvre et ça a beaucoup écrémé. Et je trouve que là, on est dans une période où il y a beaucoup de bons comiques. Beaucoup. Une profusion. Il y avait moins ça dans les années 90-2000, je trouve. Oui. Je l'ai pas connu, moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent, par contre. Il y a aussi beaucoup d'escrocs, hein. C'est un métier où il y a un peu des deux. Il y a toujours des escrocs et des mauvais, mais vachement moins qu'à une époque. Ça résiste pas trop à l'épreuve du temps, parce que même si t'as réussi via escroquerie, via copinage, via moi en tant que femme, moi en tant que noir, machin, si t'as réussi à t'incruster en te victimisant quelque part, il y a un moment donné, t'es sur le terrain, on siffle le début du match, et si tu sais pas jongler, là, par contre, tout le monde va le voir. Donc, à un moment donné, il faut être bon quand c'est le coup de feu. Les producteurs, frérot, pour moi, c'est des gens qui font de l'argent. Mais même eux, j'ai accepté à un moment donné que ils mettent des doigts dans mes fesses parce que j'en avais besoin. Parce que moi, j'ai toujours su que je me faisais niquer quand je me faisais niquer. Par contre, c'est de me dire, dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est intéressant pour moi de me rebeller, de me rebiffer maintenant, ou est-ce que je dois patienter encore un peu, donner encore un peu mes fesses à la science, parce que bon, le fion des comédiens au début, c'est une offrande, hein, je veux dire, Uno, il veut devenir comique. Uno. Donc, il y en a plein qui m'ont pris. Je suis une pute de chantier, moi. J'en ai déroulé des tuyaux, tu vois ce que je veux dire? Et justement, c'est pour ça que maintenant, je me produis tout seul, et sans producteur, parce qu'au début, on m'a un peu niqué. Le théâtre où j'ai commencé, si tu pouvais pas jouer dans le théâtre, si, la meuf signait pas ta mise en scène alors qu'elle avait rien mis en scène, hein, une lumière bleue à un moment donné, et si son mari, qui ne connaît rien à l'humour, n'avait pas 50% de tes droits de texte. Donc effectivement, tu peux arriver à dire, je vous encule tous, frapper quelqu'un, créer un fait divers. Ou alors, tu fermes ta gueule, tu prends ta petite programmation à 19h, 10 €, tu joues, tu t'améliores. T'acceptes tout, et dès que tu peux, tu vires les producteurs. Voilà. Au début, il faut se faire un peu avoir. Je suis d'accord. Mourir bêtement n'est pas une preuve de courage. Chez moi, on dit ça. Mourir bêtement, c'est pas une preuve de courage. Mais il faut pas hésiter le jour où c'est votre tour de cogner fort, hein. Quand c'est à vous de faire la levrette, là, il faut beaucoup d'appui, hein. Il faut vraiment cogner fort, dur. Tu trouves que les comiques noirs sont plus drôles que les comiques blancs? Moi, je trouve que il y a, en tout cas, un folklore humoristique noir qui est énorme, qui est monstrueux. Je pense à Eddie Murphy, Richard Pryor. On a, si on parle techniquement, toi et moi, déjà un faciès. On a une capacité de mimique, les gros yeux. Michel Leb. Ouais. No comment, mais tu sais très bien ce que j'en pense. Ce qu'en pensent beaucoup de générations de comiques qui vous aussi à l'époque qui ont non mais pas moi mais des noirs qui ont très mal vécu ce racisme décomplexé. C'est fou parce que après on vient nous expliquer, on vient nous faire des commentaires quand on fait nos blagues. Maintenant on dit vous vous rendez compte de ce que nos parents ils ont vu à la télé quand ils sont arrivés en France. Je veux dire, il y a un 2 poids 2 mesures qui est assez hallucinant là-dessus, hein. On a toujours tout pu faire et tout dire un peu sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous ça va, c'est autorisé. Encore une fois, on se victimise pas, on se contente de performer, c'est ça la vraie victoire. Donc comique noir plus drôle ou moins drôle? En tout cas, pour moi le comique le plus drôle de tous les temps, il est noir, c'est Dave Chappelle. En français, pour moi, c'est Dieudo, de tous les temps. Et en anglais, c'est Dave Chappelle, c'est le mec, je te laisse regarder un peu, mais il fait des dingueries, quoi. À ce niveau-là, c'est pas le même métier. C'est lui qui m'a appris qu'un bon sketch, c'est aussi un sketch scénarisé. Où on donne l'impression de faire du stand-up et puis après on fait du stand-up et puis après on revient sur ce qu'on a commencé à la fin, on fait un petit callback, la boucle est bouclée, les running gags, la règle de 3, le crowd work, le travail du public, comment bosser les gens. Il y en a qui en ont fait un métier maintenant complètement l'impro. Bon, nous c'est une arme qu'on doit avoir, mais c'est mieux d'avoir un texte normalement de ce qu'on m'a appris moi. T'arrives avec un propos à défendre et effectivement si un mec qui fait un peu le mongol, tu peux le gérer. C'est ce qu'on appelle le travail de la foule, le crowd work. Mais lui, il coche toutes les cases, quoi. Il a tout. Il était bon depuis qu'il a 19 ans. Cite-moi un gars équivalent, quoi. Cite à Bill Burr qui est fort chez les Blancs. J'ai pas, moi, cette culture anglo-saxonne des comiques et qui, je trouve, qui a incité les Français à aller piller des comiques américains. Ouais, ils sont meilleurs que nous. En recopiant au propre, je ne sais pas. Et quand je te demande est-ce que les comiques noirs sont plus drôles que les comiques blancs, je trouve ma question
inepte, nul et non avenu. Qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Ce qui compte, c'est d'être drôle. Là-dessus, ils ont raison. Moi, quand on me pose une question, j'aime bien jouer le jeu de rentrer un peu dans la question et d'analyser un peu intellectuellement. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un capital, en tout cas, un folklore comique noir que je trouve hyper intéressant, mais il y a aussi un folklore comique blanc qui est hyper intéressant. Chacun joue avec ses armes. C'est pas en ces termes que ça se pose. Comique, pour moi, c'est drôle ou pas. Drôle ou pas drôle. Oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr. Mais j'ai pas dit que les noirs étaient plus drôles. J'ai dit que j'essaie de décrire. Non, ce qui m'a étonné, c'est que moi, je suis allé chercher cette question inepte et conne et tu l'as validée. Et je me demande, je te trouvais brillant jusqu'à présent. Et je me demande si t'es pas un peu con d'accepter ça. Non, moi, j'aime bien répondre aux questions qu'on me pose. Donc, et d'analyser, de réfléchir intellectuellement. Et je trouve que, en plus, on n'a pas peut-être pas assez mis en avant le folklore comique noir et la puissance comique qu'il y a chez les noirs. Et je tente de la décrire parce que je suis noir. Donc, moi, en tant que noir, mes avantages sur ma musicalité, mon oralité naturelle, on a toujours eu des qualités orales exceptionnelles. On a une culture qui est orale, nous, qui n'est pas une culture écrite comme la culture européenne. Donc, on a une vraie oralité. C'est important de le dire. La palabre. Oui, les griots, les contes récits autour du chant, la danse, l'utilisation de notre corps, de notre faciès, c'est un truc qu'on a d'héritage culturel qui les narines. Mais salopard. Oui, dilaté. Mais voilà, on a pas putain, Michel Leb quoi, il nous a tué avec cette phase, c'est pas possible. Mais les blancs sont très drôles aussi, mais peut-être d'une manière différente et c'est pas forcément un problème. Dis-moi pourquoi maintenant que t'as réussi, tu fais encore des attaques de panique? Franchement, j'en fais énormément. Je crois que j'ai peur de la mort, Laurent. Déjà, hein, je pense que je suis une petite salope. Vraiment, hein. Moi, c'est flippant, hein. Non, mais moi, je pense que le jour où ça va venir, soit c'est un coup sec, soit si c'est dans le temps, on va me voir détruire toute la fierté que j'aurais créée durant toute ma vie. Ils vont me voir. Et peut-être qu'on peut essayer de repousser un peu. C'est quoi la mort idéale pour toi? Oh, franchement, il n'y a pas de mort idéale. Moi, j'aimerais vivre éternellement. J'ai pas envie de partir, moi, tonton. Éternellement, tu te ferais chier. Mais non! Éternellement! Mais tu rigoles ou quoi? On a besoin d'une fin. Déjà, il me faudrait une vie. Déjà entière, il me faudrait 100 ans en Colombie. À Ken dans tous les sens. Non, c'est vrai que la vie est trop courte. Il en faudrait 2 ou 3. Voilà. Tu comprends? Oui, Par contre, après, si tu me dis à 300 ans, bon, franchement, je pense que je vais atteindre la mort hein, comme petit joueur dans mon canapé. Non, ou alors, temps, Billy Jones, tu vois ce que je veux dire? Ou alors qu'il y ait des pauses, tu vois, on s'arrête de vivre 100 ans, on revient. Mais je trouve que maintenant, frérot, on crève. En plus, nous, comiques, on a fait beaucoup d'excès. Donc, je sais pas combien de vies combien d'années est-ce qu'on a cramé. C'est-à-dire que si on avait dû vivre à 85, peut-être qu'on finira que à 70 parce que bon, on a fumé, on s'est drogué, on a bu. Tu vois, peut-être qu'on n'a pas eu la meilleure hygiène dans notre domaine. C'est sûr. Bon, ben donc déjà, on s'est amputé de quelques années, peut-être potentiellement. Ouais, moi, j'aimerais vivre longtemps, hein, tonton. Hein. Franchement, j'aimerais vivre longtemps. Je suis dégoûté que l'aventure s'arrête parce que moi, je kiffe. C'est un régal et je suis dégoûté que l'aventure s'arrête. Franchement, j'adore. J'aimerais pas mourir et j'ai peur. Et donc, en fait, je pense que l'attaque de panique vient du fait que dès que je sens d'abord un faux battement de cœur, j'ai le sentiment que c'est maintenant. Tu comprends? Mais en fait, t'es comme Marine, t'as peur des noirs. Ouais, j'ai peur du noir. C'est vrai, j'ai peur du noir, qu'est-ce que je te dis. Et puis sur scène, on n'a pas étudié ce que ça fait d'être exposé corporellement à l'adrénaline à haute intensité comme ça en permanence, mais c'est quand même pas anodin. T'es tracker? Hein? T'es tracker? Si j'ai du track avant de jouer? Ouais, énormément. Bien sûr. Comment je pourrais ne pas avoir le track? Moi, comment c'est possible je suis pétri de track et je suis dessus, moi. Et je comprends pas les gens qui n'ont pas le track. Pour moi, c'est... Mais ils mentent. Non, ou alors ils n'ont pas pour moi, ils n'ont pas de talent, c'est pas possible. C'est la dame qui avait dit ça viendrait avec le talent, cette réplique culte là. Tu te souviens de ça? Dans une émission, et puis une jeune comédienne avait dit, moi j'ai pas le track avant d'aller sur scène, et il y a une dame classe, tu pourras le trouver dans Google, qui a répondu, madame, ça viendrait avec le talent. Voilà, c'est la réplique. Moi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai la peur de mal faire. Tu vois, j'ai la peur que ça se passe mal, en fait. Bien sûr. Je veux tellement que ça se passe bien que je me dis, putain, il faut vraiment, et puis j'ai beau connaître, je veux dire, quand je joue 4 fois par semaine, toutes les semaines, on peut quand même considérer qu'au mois de février, ton texte, tu le connais par cœur. Je suis toujours convaincu que je connais pas le début de mon sketch. Et le mec, il me regarde à chaque fois, mon administrateur de tournée me dit, mais tu le connais, frérot, ce texte, qu'est-ce que tu nous as bien, tu l'as. Putain, qu'est-ce que je dis après l'histoire de la pomme, là? C'est quoi, il y a quoi après la pomme? Après la pomme, tu parles de l'école. Eh oui, oui, oui. Et après l'école, donc vraiment, le mec, je le fous en l'air. Je suis un traqueur. Je suis un énorme peureux, moi. Tu sais, moi, on croit que je suis courageux, moi, à cause de ma posture, ma franchise, ma sincérité, ma grande gueule. On croit que je suis courageux. Alors que, frérot, je pense que je suis la plus grande flippette que t'as vue de ta vie, quoi. Tu vois, moi, j'ai peur au ski.
Et puis, il faut une sacrée dose d'inconscience pour oser se présenter devant des centaines de personnes avec la prétention de les faire rire. Ah, c'est un truc déraisonnable. Qu'est-ce que tu t'es qui, toi? C'est déraisonnable. C'est déraisonnable complètement. Et plus la jauge devient grande, plus tu te dis que c'est pas du tout responsable ce que tu es en train de faire, hein. Tu vois, par exemple, là, je vais jouer au Grand Rex, là, 2 Grands Rex complets, c'est 2800. Moi, je suis presque sûr que le matin, si je vomis pas, je vais chier bien mou. de place pour Roman et moi. Avec grand plaisir. Je serais ravi de vous recevoir. Et si je vomis pas le matin même, je pense que je vais au moins chier mou. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça fait un truc incroyable. Ben, attends, franchement, je serais ravi d'avoir une salopard, une célébrité chez moi. Avec grand plaisir. T'aimes bien tu préfères? Ouais. Enfin, je suis toujours joueur, en tout cas. Tu préfères être ambitieux ou prétentieux? Ambitieux. Et d'ailleurs, on est dans un pays où les gens font souvent l'amalgame entre ambition et prétention. Quand tu dis je vais être le meilleur, ils se prennent pour qui? Parce que souvent, ton ambition renvoie souvent les gens à leur propre insuffisance. Ils ont le sentiment en te voyant ambitionner que leur ambition à eux est pas assez développée. Et c'est sûrement que c'est vrai, en plus, en général. Tu préfères le poulet braisé ou le mafé? Oh, c'est dur. Ah, tu t'es comporté comme un sagouin, là. Moi, je viens à ton podcast et tu poses des questions d'enculé comme ça. Franchement. Là, t'as droit à un plat. Poulet braisé ou mafé? Avant de mourir, dernier plat de la vie? Dernier plat de la vie? Je suis sûr que tu vas prendre le mafé, je suis sûr. Mafé, ouais. Si c'est le dernier plat de la vie, mafé. Si c'est là, je pars sur poulet. Tu le fais bien, toi, le mafé. Ah ouais. Alors, c'est quoi ta recette, vas-y? Alors moi, je prends du paleron de bœuf. C'est une pièce qui, en mijotant, devient de plus en plus tendre. Tu vois, ça, m'a fait poulet ou m'a fait bœuf. J'aime bien m'a fait bœuf avec le temps. J'ai démarré m'a fait poulet. Après, j'ai amélioré mon jeu et je suis passé m'a fait bœuf. Je prends du paleron de bœuf que je saisis dans le fond de ma cocotte, là. Anti-adhésive, très important parce que sinon, la pâte d'arachide peut coller en dessous de la, prenez les nouvelles casseroles anti-adhésives, là, bien, là, avec plaque vitrocéramique, là. Saisissez le paleron de bœuf. Vous retirez, vous mettez vos légumes, vous faites revenir un peu, vous enlevez, vous mettez tomate concentrée. Après la tomate concentrée, tu verses de l'eau. Quels légumes? Alors, nous, on met patates douces, carottes et choux. Moi, je mets ça, patates douces, carottes et choux. Okay. Voilà, tu fais un peu mijoter vite fait, et puis après tu retires, tu mets la sauce tomate dans le fond, tu rajoutes de l'eau pour que ça fasse une sauce tomate. Petit bouillon. Voilà, un petit bouillon, tu mets sel, poivre, nous on met bouillon cube, très mauvais pour la santé apparemment, mais nous il y a pas de trop salé. Très mauvais pour la santé apparemment, mais nous on met il y a aucun plat africain où il y a pas de bouillon cube, donc désolé, mais donc moi je mets très mauvais, il y a pire que le bouillon cube hein, comme vraiment c'est très mauvais hein. Oh. Ah, il paraît que c'est une dinguerie. Bon, tu connais les gens, ils s'affolent, mais il paraît que c'est une dinguerie. Ensuite, tu mets le bouillon cube, tu assaisonnes bien, tu le laisses mijoter un peu, tu prends ta pâte d'arachide, la dakatine que vous pouvez trouver chez tous les Pakistanais disponibles, dakatine, hein, D-A-K-A-T. Oui, c'est la conserve en métal. Oui, dakatine. Et donc tu prends la dakatine. Avec l'enfant. Exactement, avec l'enfant blanc. On s'est vengé. Eh oui. C'était pour Banania, bande d'enculés. Bon, on prend la cuillère, on a mis un blanc. Voilà, on prend la cuillère c'est très agréable. On prend la cuillère je suis là, hein, tu te sens mal, hein. Donc je lui parle un peu. On prend la cuillère de dakatine, tu mets de l'eau chaude pour délayer la pâte, parce que si tu la mets directement, elle crame dans le fond de la casserole. Donc ça va te donner une sorte de consommé marron, comme ça, où la pâte d'arachide a fondu dans de l'eau chaude. Et maintenant, tu verses ça dans ta sauce. Tu laisses mijoter, ça commence à s'épaissir, la pâte d'arachide. En gros, c'est une sauce tomate avec de l'arachide dedans. Donc ça s'épaissit un peu. Là, tu remets ton bœuf. Tu remets tes légumes et là, tu laisses mijoter à feu doux 1h30 minimum. Oui, quand je dis 2 heures, pourquoi tu me reprends en disant 1h30 minimum? Ah non, t'as raison. Non, t'as raison. Dis tout de suite, t'as raison. Non, mais t'as raison. Vraiment, 2 heures. À feu doux, tu laisses bien mijoter. Et après, tu prends un riz cassé 2 fois. Et là, c'est parti. Tu sais, il y a des riz cassés, là. Non, il y a souvent du riz cassé 2 fois. C'est pas laborieux de casser chaque grain de riz. Non, tu le prends directement. C'est un Chinois qui s'en occupe. Franchement, t'as rien à foutre. C'est ni hao. Je vais essayer de refaire ça. C'est facile, hein. Non. Les gens qui maîtrisent une recette, ils te disent toujours c'est facile. T'as pas tort. Ça fait 20 ans que j'essaie de faire des mayonnaises. J'ai raté encore une mayonnaise hier. Oh, c'est facile, la mayo. Je la rate. Ah ouais? C'est facile, là. C'est facile, la mayo. Mais t'as raison. Ce que tu dis, c'est facile, c'est vrai. Tu préfères échanger avec un raciste blanc ou avec un raciste noir? Quand tu dis raciste noir, tu veux dire noir qui aime pas les blancs? Non, noir qui aime pas les noirs. Alors, c'est à lui que je veux parler, alors. De pays à pays, de tribu à tribu, de génocide. Ah non, du coup, pas intéressant, ça. Parce que c'est, génocide rwandais, conneries. Non, par contre, si tu me dis un noir instruit en France qui officiellement aime pas les noirs, c'est avec lui, j'aimerais bien lui payer un coup pour faire des vannes, quoi, tu vois. Mais, un blanc, raciste blanc, j'en ai connu, beaucoup.
J'en ai jamais fait un instrument de victimisation. D'abord parce qu'en général, je suis fait de la contre-agressivité. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait être pédagogue avec les gens. Tu vois, je me déplace partout en France. Je joue dans plein de villes. Quand tu vas à La Roche-sur-Yon en Vendée, tu croises un mec qui te dit c'est marrant parce que le prêtre qui m'a marié avec ma femme, il était noir. Et pour lui, c'est parfaitement normal de te dire ça, d'interrompre le spectacle pour te lâcher cette information. Tu vois ce que je veux dire? Là, Mais c'est pas sur un extrait sur Internet, ça? Oui! Je l'ai vu. Mais c'est pas une dinguerie, ça, tonton? Ouais, incroyable. C'est pas une dinguerie. D'ailleurs, tu l'as très bien utilisé. Derrière, moi, voilà, violoncelle, piano, bouillon cube, j'ai fait la totale, hein. T'étais à Disneyland, là. Là, c'est un penalty. Dans notre domaine, ça, c'est un péno, ça, tu vois. Je suis d'accord. Et je me suis pas choqué, j'ai pas fait un réel, tu vois, comme font les gens maintenant. J'ai pas fait un réel en disant, il vient de se passer une chose incroyable à La Roche, tu vois. Non, je l'ai pris avec des blagues. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, ce qui chiale maintenant les gens pour rien. Tu préfères quand c'est pas grave ou quand c'est bénin? Je vais dire Bénin parce que je suis béninois. Tu préfères avoir une chambre de bonne rue Championnet ou un... Oh, il a trouvé la chambre de bonne rue Championnet. 9 mètres carrés. Ah putain, frère. Ou un palais à Cotonou. La chambre de bonne dans le 18 parce que ça me permet d'être là où je suis maintenant. Et j'en ai rien à foutre du palais, je l'avais de naissance et je l'ai rejeté. Je suis né là-dedans, avec des employés, à la peau claire d'ailleurs, mon père aimait bien. Il prenait que des blancs. Ils appelaient tous Rigoubert. Mon nom est Philippe, ta gueule. Tu préfères avoir 2 bites ou 8 couilles? Ouh, 2 bits, parce que si dans mon imaginaire, ça fonctionne comme prévu, je peux ken 2 meufs en même temps. Donc je dirais 2 bits. Et puis 8 couilles, ça sert à rien. Pourquoi faire? Ça prend de la place dans le calbut. Franchement, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. 2 bits direct. Et pour le coup, je tente quelque chose. C'est fini. Est-ce que c'est conforme à ce que tu imaginais que ça allait être, cette interview? Non. Je croyais qu'on allait, on l'a fait un peu, mais qu'on allait discuter plus directement, sans question. Moi, j'aimais bien l'idée de discuter avec la légende de Laurent Baffy. Moi, t'es vraiment quelqu'un que j'ai vu, à l'époque chez Ardisson, tout ça et tout, sur les réseaux et tout. Et quand même, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, parce que t'es quelqu'un à qui je trouvais du talent, une vraie impertinence. Bon, après, je vois que tu l'as pas vraiment perdu. Ça se perd pas, faisant des trucs comme ça, je pense, pour le coup. Donc toi, tu préférais une conversation? Moi, j'aime bien travailler les interviews, parce que d'abord, quand tu cherches, tu trouves, donc tu apprends toujours des trucs que tu connais pas sur les gens. Et puis, dérouler un parcours, c'est toujours intéressant. Ça, c'est vrai, c'est un truc que je connais en interview. Mais c'est vrai que moi, j'étais venu aussi, on l'a fait un peu quand même, parler avec Laurent Baffy et connaître un peu le point de vue du métier de Laurent Baffy. On en a parlé un peu. On en a parlé un peu quand même, tu vois. On en a parlé un peu. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que t'es toujours heureux? Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as moins aimé faire ce métier, par exemple, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, je me sens aujourd'hui, ma carrière, elle est faite, elle est derrière moi. J'ai tenu, parce que j'ai 66 balais. Mais t'as l'air en forme, moi, je trouve. Et un peu de padel. Mais voilà, moi, j'ai tenu. Tu vois, j'ai eu des petites périodes difficiles, mais j'ai tenu 40 ans quand même, en multipliant les boulots, parce que je me faisais virer. Et maintenant, je me retourne, je me dis, putain, voilà, j'ai tenu. Le plus dur, c'est de tenir. T'as voulu arrêter? Non, mais quand je me faisais virer de la télé, je faisais de la radio. Je me faisais virer de la radio, je faisais du théâtre. J'écrivais des livres. Je suis obligé de multiplier les boulots pour... T'as gagné assez pour prendre soin de tes proches? Non. Non, mais en jamais été multimillionnaire? Non, mais en même temps, c'est ce qui me fait continuer à bosser. Et j'adore mon boulot, quoi. Je suis un peu hyperactif, mais c'est vrai que des fois, je dirais, j'aimerais bien avoir des ronds de côté pour plus rien foutre. Je suis incapable de rien foutre. Ouais. Au bout de 2 heures, je vais prendre le bloc-notes, commencer à écrire, avoir des idées. Je suis un hyperactif. Moi, je travaille comme un. T'as pas à être pépère dans le canapé. Ah non, mais je travaille dans mon canapé, donc je suis jamais pépère. Et puis, quoi l'image du bonheur pour toi alors? L'image du bonheur, j'en ai pas d'avoir du temps pour soi. C'est les proches, voilà. C'est quoi ton image du bonheur, toi? Avoir du temps pour soi. Ouais, aussi. Parce qu'on manque trop de temps. Tu vois? Non, je suis d'accord. On manque trop de temps. On passe la moitié de notre vie à travailler et quand on doit kiffer, on est malade. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et le temps qu'on comprenne comment ça marche. On a déjà perdu 15 ou 20 piges. Non, c'est plus que ça. Je trouve que c'est presque à la fin qu'on fait.
Mais non, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on sait le faire, on n'a plus le temps de le faire. Tu vois? Mais non, c'est ça que, putain, Christine, on s'est fait enculer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je vois la vie d'un être humain, là-dessus, quoi. C'est marrant. C'est marrant. Comment tu te vois là dans les 10 prochaines années? Franchement, j'aimerais rapidement être considéré par les Français comme un des meilleurs stand-uppers français. Je vais pas arrêter, je vais pas faire de pause. J'espère que je vais vite développer la capacité à faire un spectacle par an ou par an et demi, tu vois. Profiter du fait que j'ai 37 ans pour être en forme physique. J'aimerais être un gars dont la forme va s'améliorer au fur et à mesure. Rendez-vous l'année prochaine, mais je vais travailler encore dur cet été. J'ai des coachs sportifs, des diététiciennes. Il faut que je me mette en condition physique. Le talent, je l'ai. Faut que je continue à avoir la motivation. Parce que ce qui compte finalement, c'est comme tu dis, c'est l'endurance de la motivation. C'est-à-dire que c'est être motivé de 90 à 2030, quoi, qui compte. Tu vois, c'est pas être motivé 2 jours. Donc, j'aimerais bien garder cette niaque-là et puis être considéré parmi les meilleurs. C'est, ça sent, j'ai signé pour ça. J'ai dit, dès le début que je voulais ça, je maintiens. Ça n'a pas changé. J'insulte personne en disant ça. Je sais qu'il y en a qui s'offusquent quand on parle comme ça, mais moi, c'est comme ça que je suis, quoi. J'ai envie de faire rire les gens longtemps. Mon plaisir passe par le fait de faire rire les gens. J'ai le sentiment que je suis pas un raté, tu vois. J'ai le sentiment que Là, on n'est pas d'accord, tu vois. Dis-moi. Toi et moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le sentiment que t'es un raté. C'est sûr que non, on sent la tendresse quand tu le dis. Et Mais pour moi, c'est ça, hein, je vais te dire la vérité. Cinéma, je voulais pas être un raté. tu veux qu'on t'appelle au cinéma ou tu t'en fous? J'écris mon film en ce moment. Je sais que j'ai la capacité pour ça, mais c'est pareil. Le problème, c'est que c'est un domaine où il y a trop de trucs qui dépendent pas de toi. Tu vois, et ça, Il y a plein de choses qui vont pas te plaire dans le cinéma. ah non, mais t'inquiète pas, ça a déjà commencé. À commencer par l'écriture, tu vois. Mais parce que j'écris mon film en ce moment. Et tu dois... Le nombre d'intermédiaires à qui il faut aller vendre la salade. Ce que je suis en train de te dire, entre le moment où t'écris et le moment où c'est tourné, mais à la fin, c'est même plus le film que t'avais imaginé au départ et tout. Donc, j'ai le sentiment que c'est difficile. Bon, j'ai quand même fait 2-3 trucs. Là, il y a Jean-Pascal Zadig où j'ai joué dans son nouveau film Les Damnés de la Terre qui va sortir en juillet 2025. On verra mon premier vrai rôle au cinéma, comique, où franchement, j'ai été bon. J'ai réussi à pleurer sur commande dès qu'on me l'a demandé. Parce que justement... Tu pensais à ton cachet? Non, mais c'est important de dire que la souffrance nous construit vraiment dans ce métier parce qu'en vivant des choses, on se charge émotionnellement. Bien sûr. Et si t'es bon On avec constitue son capital émotionnel. T'as compris? Et quand on te demande de l'utiliser, tu peux l'utiliser. Quand on me demande de pleurer, je pense à un truc qui est vraiment triste. De toute façon, pour Ta moi. couleur? Non, mais mes années dehors, j'ai vécu des choses très difficiles. Donc il me suffit juste d'y penser et c'est fait. Et après, je fais comme si c'était pas le cas et je pleure et j'utilise devant la caméra. En tout cas, il y a plein de belles choses qui vont arriver et surtout dans 2 ans, le bébé. Tu penses? Je suis sûr, je le sais. J'aimerais bien avoir un bébé, moi. Mais je le sais. Est-ce que ça décuple l'énergie et la niaque d'avoir un enfant? Tu Oui. te bats, tu te bats Oui. pour le rendre fier? Oui. Ouais, assurément. Tu l'as vécu ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi j'étais un crevard, je tournais des pilotes, on me disait on n'a pas de budget, je travaillais gratos, j'avais mon cousin qui était cuisinier, il me dit tu fais quoi? Je bosse sur un pilote, t'es payé combien? Je suis pas payé. Il me dit donc t'es pas payé, donc t'es une merde, tu vaux rien quoi. Et puis quand j'ai eu mon premier gosse, on dirait il y a un truc, c'est un pilote, on n'a pas de budget. J'ai dit non, je peux pas le faire. S'il y a pas de budget, c'est que j'ai un enfant. Et puis tu le crois pas, ils ont trouvé un budget là. Ouais, ils trouvent toujours des budgets. C'est quoi ton regard sur ce métier? T'as des bons amis dans ce métier? Je crois que t'es pote avec Bigard, toi. Plein de bons amis. Moi, t'es pote avec Bigard? Ouais, c'est mon frère. J'ai énormément d'amis, énormément. Et dans ce métier, T'as jamais eu de trahison? De gars que tu considérais comme des potes qui finalement... Non, je me suis fait escroquer par des producteurs. Je me suis fait classique. niquer par des margoulins, mais j'ai jamais eu de trahison. J'ai mes amis que j'avais il y a 50 ans, 40 ans, non. T'as gardé les mêmes, quoi. Les mêmes, et puis encore une fois, je nique personne, je veux pas qu'on me nique, donc personne va essayer de me niquer, tu vois, les gens me connaissent, Dans ta génération, il y a, en termes de pourcentage, il y a eu beaucoup d'appelés, peu d'élus, ou vous avez réussi à réussir en groupe, en troupe? Moi, j'étais plutôt un solitaire, mais je pense que si malgré tout le talent que tu peux avoir, s'il y a pas la part de chance qui arrive, il y a des trains qui passent qu'une fois, il y a des avions qui font qu'une escale, tu vois. Moi, voilà, j'ai eu Bigard, je suis tombé dessus, Ardisson, j'ai eu des coups de pouce qui m'ont fait aller plus loin. Ouais. C'est impossible pour toi de
Bah peut-être ça aurait été possible, mais plus long. Et puis moi je connais des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont jamais percé, tu vois. Ah ouais? Il y a une injustice terrible Ah ouais? dans ce métier, oui. Et des gens qui n'ont pas de talent et qui ont des carrières à mes yeux Ouais, je suis d'accord. totalement surestimées. Alors c'est marrant parce que pour moi, si t'es vraiment talentueux et que tu bosses, on peut pas t'empêcher de réussir. Par exemple, là, si tu prends dans notre cas, si tu fais un bon numéro dans un club, le numéro est incroyable. Tu le filmes et tu le postes. Tu vas faire des... Oui. Mais moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas Oui, connaître. C'est d'accord. des gens qui n'avaient pas Internet et qui n'avaient pas cet outil incroyable qui permet d'émerger sans pousser les portes, Ouais. sans avoir des contacts et des pistons et voilà. Ça permet quand même de garder le cul propre. En tout cas, je suis très fier de toi, Edgar Yves. Merci de m'avoir accueilli. J'étais très très content de ce moment. Je te dis franchement, au départ, j'aimais pas la couleur. Et puis, j'avais tort. J'avais des a priori. Salaud. Je suis content d'être venu. C'est Toujours bien de terminer avec un peu de racisme ordinaire. moi, tu sais bien que ça me dérangera pas, moi. On se ferait pas un bisou? Si tu veux. Avec plaisir.